Bonjour à toutes et à tous. Vous assistez à la table ronde numéro 4 du colloque Quel futur pour le vivant? Cette table ronde s'intitule Décideurs politiques et économiques, quels engagements concrets pour le futur du vivant? Vous pouvez nous adresser vos questions pendant les échanges. Elles seront collectées et résumées pour être proposées à nos intervenants. Je vais d'ailleurs vous présenter les 4 intervenants qui sont autour de cette table. Tout d'abord, Christian de Pertuis, qui est à ma gauche, géographiquement bien sûr, et qui est professeur associé et fondateur de la chaire d'économie du climat à l'Université de Paris-Dauphine. Parmi vos nombreux ouvrages, Christian, je citerai les plus récents, Le tic-tac de l'horloge climatique en 2019 et Covid-19 et réchauffement climatique en 2020. Ensuite, on poursuit avec Geneviève Hazan, qui est un tout petit peu plus loin, professeure honoraire d'économie à l'Université de Toulouse et ancienne porte-parole de l'association ATTAC, qui se bat pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Vous avez publié Lettres à la Terre en 2019. Après Baptiste Morisot, vous serez la prochaine rédactrice en chef du hors-série Social Terre, le média de la transition. C'est un bimestriel, je crois, qui est disponible en kiosque. Ensuite, à ma droite, Philippe Grandcola, écologue, directeur de l'Institut de systématique au Muséum national d'histoire naturelle. C'est une science de classification des êtres vivants. Vous étudiez le comportement animal et son évolution, mais aussi les arbres, en allant sur le terrain dans des milieux tropicaux. Vous conduisez aussi vos travaux en laboratoire qui rassemble 140 chercheurs et 60 doctorants. Vous êtes reconnu pour vos diverses responsabilités nationales et internationales dans le domaine de la biodiversité. Vous avez publié Vivants parmi les vivants en 2020, Le déclin des insectes, il est urgent d'agir, un article sous votre direction avec d'autres auteurs. C'est un support de l'avis récent de l'Académie des sciences sur le déclin des insectes. De nombreux articles dans The Conversation, Madame Figaro, etc. et apparaître en 2021 Le sourire du pangolin ou Comment mesurer la puissance de la biodiversité aux éditions du CNRS. Notre 4e intervenante, un petit peu retenue dans les transports, nous rejoindra. Corinne Lepage sera là très prochainement. Nous allons commencer par une première partie où nous allons essayer de confronter nos différents avis. C'était un peu compliqué de rapprocher dans une même table ronde la biodiversité, le climat, la politique et l'économie. C'est une vraie gageure. Une issue possible serait le croisement des temps. Le temps en crise du vivant et le temps monétarisé de l'économie. Sans oublier le temps cyclique de la politique que nous verrons avec Corinne Lepage tout à l'heure. Pour commencer, abordons le temps du vivant. Naturellement, le vivant évolue hors du regard des hommes. Mais sous la pression humaine, il le fait très vite, avec pour conséquence la crise de la biodiversité. Le temps humain précipite le temps du vivant. Philippe Grandcola, de quel temps parle-t-on ? Merci Elisabeth. Oui, effectivement, le temps du vivant, dans les stéréotypes de nos cultures, très souvent, il s'agit d'un temps de l'évolution biologique, avec des images comme celle des crises d'extinction passées, la disparition des dinosaures ou même de l'évolution humaine plus proche de nous. Et ce temps, bien sûr, il est l'objet d'études scientifiques et de reconstruction sur la très longue échelle de millions d'années. Mais bien sûr, le temps du vivant, c'est aussi la manière dont les organismes et les écosystèmes se perpétuent chaque jour. Et cette perpétuation, elle se fait à un rythme qui est beaucoup plus compatible avec celui de nos existences humaines.
Notamment, on voit que l'évolution biologique, qui n'est pas un phénomène que l'on peut percevoir vraiment directement, peut se produire à l'échelle de quelques générations, chez des organismes à tant de générations en cours, comme par exemple des micro-organismes, des bactéries ou des insectes. Et dans ce cas-là, en fait, ces phénomènes s'accélèrent. Et comme vous l'avez dit, sous la pression humaine, qui est aujourd'hui considérable, qui est vraiment d'un ordre de grandeur très différent de ce qu'elle était encore il y a seulement 30 ans, et a fortiori de ce qu'elle était il y a un siècle ou deux, sous la pression humaine, les écosystèmes et les organismes peuvent évoluer très vite. Donc on le voit, en quelques générations, une antibiorésistance peut apparaître chez les bactéries, sous l'effet de nos prescriptions désordonnées de molécules antibiotiques. En quelques générations, en quelques années, des résistances aux insecticides peuvent apparaître dans des populations d'insectes. Et puis bien sûr aussi, en quelques décennies, comme on le constate maintenant depuis un certain temps, les déclins de population peuvent s'amorcer. Vous avez évoqué le déclin des insectes, mais ce déclin, il est très général, il concerne l'ensemble du vivant dans les écosystèmes. Et aujourd'hui, on le sait, des plateformes intergouvernementales ont fait la synthèse de plus de 15 000 publications sur le sujet qui montrent sans aucun doute, sans aucune hésitation, que ce déclin est très général et qu'à l'échelle de quelques décennies, ces déclins qui se sont amorcés de manière très forte et qui sont en train de s'accentuer peuvent aboutir à ce qui sera une crise d'extinction, la 6e colossale crise d'extinction, et cette fois-ci qui sera complètement causée par l'espèce humaine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc cette intersection, ce croisement entre l'influence de l'homme et l'évolution de la biodiversité, en fait, nous met dans une situation qui est inédite. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où finalement on est confronté à un changement environnemental, où on a conscience de ce changement environnemental, ce que les générations précédentes, les civilisations précédentes n'avaient pas forcément conscience. Nous en avons conscience. Ce changement se fait à la vitesse de quelques décennies, au lieu de se faire à l'échelle de quelques milliers, centaines de milliers ou millions d'années. Et ce changement va nous impacter, puisque les écosystèmes ont leur valeur propre. Ils ont une valeur intrinsèque en termes éthiques, mais ils ont aussi une valeur instrumentale, puisque nous en sommes partie, nous en sommes en plein partie prenante, en plein milieu. Nous sommes biodiversité, nous sommes pluriels, nous avons un microbiote, nous dépendons d'espèces animales et végétales pour notre nourriture, nous dépendons d'elles aussi pour le climat. Et donc ces écosystèmes évoluent à une très grande vitesse, et aujourd'hui, les constats qui sont faits sur leur évolution montrent que nous devrions avoir des actions extrêmement rapides et malheureusement qui supposent des changements considérables au sein de nos sociétés, et notamment dans notre appréhension de ce que c'est que le vivant, de ce que c'est que la biodiversité. Et donc pour finir, j'insisterai surtout sur le fait que probablement une des plus grandes résistances au changement, au-delà des problèmes sociétaux, c'est probablement le fait qu'en tant qu'espèce humaine, nous avons une difficulté à comprendre ce que c'est que le vivant. Nous avons un regard biaisé sur le vivant. Évidemment, nous voyons beaucoup plus les grands organismes, les organismes charismatiques, ceux qui sont directement en interaction avec nous. Nous avons beaucoup de mal à percevoir la globalité du vivant. Aujourd'hui, si on fait un petit inventaire de ce que nous connaissons, même de manière très grossière, nous connaissons de manière très grossière 2 millions d'espèces, alors que toutes les évaluations statistiques nous montrent que le vivant à la surface de la Terre aujourd'hui est au moins 5 fois plus important. Donc vous voyez, notre connaissance est vraiment très médiocre. Alors elle nous permet de prédire un certain nombre de lois d'évolution de ce vivant, mais malgré tout, elle nous montre aussi l'ampleur de notre ignorance et le fait que notre regard biaisé nous amène à des difficultés dans notre relation avec le vivant, comme on le voit avec la Covid-19. Nous avons une difficulté à comprendre que les trafics et la fragmentation forestière nous amènent en contact avec des animaux réservoirs de virus, que nous permettons de cette manière la recombinaison virale. Et puis, évidemment, nous avons du mal nous ne voyons pas, par définition, les micro-organismes qui sont de petite taille, et donc nous avons du mal à appréhender leur rôle dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous luttons contre un virus qui évolue, et nous rendons compte de l'évolution biologique, puisque nous devons en fait avoir des stratégies vaccinales qui soient en phase en termes de vitesse et de rythme avec la propre évolution du virus, que nous influençons également par nos thérapeutiques. Donc
La Covid-19 est peut-être, malgré le drame que ça représente pour l'humanité, peut-être une occasion de se rendre compte finalement des caractéristiques du vivant à travers la manière dont nous interagissons aujourd'hui avec lui. Et on peut espérer peut-être que cette crise nous permettra de ne pas en créer d'autres, ou en tout cas d'améliorer notre relation au vivant, d'avoir une relation plus harmonieuse, et qui permettent aussi, bien sûr, de limiter les effets des crises environnementales en cours, à commencer par celle du climat et de la biodiversité, bien entendu. Merci, Philippe. Alors, je me tourne vers les économistes et peut-être plus précisément vers Christian de Pertuis. Le temps économique a une valeur, il est décrit comme un bien rare. Rappelez-vous, le juste à temps, le flux tendu, la pression permanente du temps en entreprise, les algorithmes boursiers, etc. Donc, Christian de Pertuis, vous semblez percuter le temps économique grâce à l'horloge climatique. Dans votre dernier ouvrage, Covid-19 et réchauffement climatique, vous montrez que la pandémie a mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie au niveau planétaire. L'économie du confinement a-t-elle donné du temps aux vivants? Merci Isabelle. Moi, je vais essayer de croiser effectivement le temps du climat, le temps du vivant et le temps de l'économie. Et je vais repartir de ce qu'a dit Philippe en conclusion, car c'est exactement l'idée que j'ai sur le climat. Il me semble que la crise sanitaire dans laquelle nous nous débattons peut être un catalyseur pour renforcer l'action contre la résilience, à la fois contre la résurgence des maladies et contre le risque climatique. Alors, je partirai peut-être d'une image comparaison entre le CO2 d'un côté et le virus. On voit qu'un certain nombre de similarités existent. Ces deux êtres, virus et gaz à effet de serre, menacent l'ensemble de la planète. Donc, ce sont des menaces globales. Il n'y a pas de réponse uniquement locale. Ce sont des menaces qui arrivent aux politiques via la science. Et aussi bien pour le climat avec le GIEC que pour la biodiversité avec la plateforme sur la biodiversité. S'il n'y a pas cette interface de la science et du politique, on n'agit pas correctement. Mais je vois deux grandes différences. La première, c'est que dans l'action contre le virus, vous l'avez dit, le vaccin est une arme très importante. Contre le changement climatique, l'agent pathogène, c'est nous-mêmes. La quantité de CO2 que nous envoyons dans l'atmosphère est totalement dépendante des choix que nous faisons. Et donc, il n'y aura pas de vaccin dans l'action contre le CO2, sauf à nous vacciner nous-mêmes contre nos propres défauts. Le deuxième point est la question du temps. Notre Premier ministre nous l'a rappelé hier soir, entre le moment où on engage une action contre la circulation du virus et le moment où on voit les premiers résultats, il s'écoule environ 2 à 3 semaines. En matière d'action climatique, entre le moment où on engage une action pour réduire massivement les gaz à effet de serre et le moment où on verra les résultats sur le climat qu'il fait, il faut compter minimum 2 à 3 décennies. Autrement dit, le climat s'inscrit dans une dynamique longue et il y aura des impacts, des résultats de l'action que nous menons avec un délai tout à fait considérable. Alors, lorsqu'on réfléchit un peu au lien entre l'action pour une résilience contre la pandémie et celle contre le climat, je dirais que l'échelle de temps dont vous avez parlé est très importante. À très court terme, on voit très bien que le confinement a mis à arrêt l'économie et fait baisser les émissions de gaz à effet de serre comme jamais auparavant. Dans le moyen terme, il me semble que ce qu'on appelle la transition énergétique, qui concerne principalement le carbone fossile, le carbone mort, on va avoir une accélération de l'action parce que la pandémie nous montre la fragilité de notre économie très internationalisée, de notre rapport à la mobilité, de notre hyper-spécialisation des chaînes de production. Mais ce qui m'intéresse pour mieux lier les trois volets climat, biodiversité et vivant, c'est le long terme. Dans le long terme, lorsque j'écoute Philippe Grandcola, mais tous les scientifiques qui représentent la science du vivant, je vois que le monde post-Covid ne sera pas du tout un monde où on aura
réduit les risques contre la recrudescence des pandémies, mais au contraire, ce sera un monde où ces risques continueront à s'aggraver si nous continuons, à détruire la biodiversité, notamment la biodiversité sauvage. 2, si nous continuons à pratiquer le commerce des espèces sauvages. 3, si nous continuons à pratiquer un certain nombre d'activités d'élevage qui rapprochent l'homme des virus. Et pour l'action climatique à long terme, ces 3 volets sont absolument déterminants. Car lorsque nous aurons sorti les énergies fossiles du système énergétique, si on y parvient, il restera la question des puits de carbone. Et dans les services qu'offre l'incroyable multiplicité des êtres vivants, l'absorption et le stockage du carbone atmosphérique jouent un rôle majeur pour l'équilibre du climat. Et donc il me semble que toutes les actions qui sont préconisées par les sciences du vivant pour renforcer notre résilience contre les risques de recrudescence de pandémies dans le futur sont aussi des actions qui conduisent l'économiste du climat à mettre beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent l'accent sur ce que j'appelle le carbone vivant, qui est la 2e jambe de l'action climatique à long terme. Sortir les énergies fossiles du système énergétique est évidemment une urgence, mais également l'investissement dans la sauvegarde des grands puits de carbone que sont, l'océan, 2, la biodiversité terrestre, et notamment la biodiversité sauvage, la biodiversité forestière, est extrêmement important. Les leviers d'action pour agir sur cette biodiversité sont beaucoup plus complexes pour l'économiste que la réflexion sur la transition énergétique. Dans la transition énergétique, je modélise rapidement, on a 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz qu'il faut sortir du système, et on a des alternatives. Donc la voie pour modéliser économiquement la transition énergétique est la suivante, je schématise, il faut renchérir le coût d'utilisation des énergies fossiles, soit en les taxant, soit en mettant des réglementations qui en renchérissent progressivement le coût. Pour la biodiversité, il s'agit de reconstituer cette extraordinaire diversité des interactions entre les êtres vivants, des êtres végétaux, des êtres animaux, des êtres qui nous ressemblent un peu, sur lesquels déjà on a des actions souvent un peu faciles à mener, ou en tout cas qui font du sens pour les populations, par des symboles, le panda, l'ours polaire, mais la multiplicité des êtres que nous ne voyons pas, ceux qui sont dans les sols, qui servent à reconstituer la fertilité du sol, etc. Donc il me semble que pour l'économiste, réfléchir à la façon dont nos instruments économiques vont permettre de protéger cette diversité du vivant est véritablement un challenge considérable. On ne pourra pas faire uniquement des taxes, des choses comme ça, il faudra réfléchir beaucoup plus comment valoriser, comment mettre cette valeur de la diversité dans nos modèles économiques, c'est très compliqué. Et je terminerai en disant qu'il y a une action qui me semble absolument déterminante. C'est la question de l'agriculture. La question de l'agriculture est absolument déterminante pour 3 raisons. 1, on sait que les changements d'usage des sols, nous disent les écologues, sont la première cause de destruction de la biodiversité sauvage. Et ce changement d'usage des sols, le premier moteur, c'est l'extension des sols pour l'agriculture et pour l'élevage. Deuxièmement, l'agriculture elle-même est la première source d'émissions de gaz à effet de serre hors CO2 que sont le méthane et le protoxyde d'azote. Si on ne réduit pas ces émissions, on n'atteindra pas la neutralité carbone qui seule permet de stabiliser le réchauffement. Et 3, suivant les pratiques agricoles que nous avons, nos mises en valeur peuvent soit stocker, soit déstocker du carbone dans les sols. Et donc il me semble que, sous un angle de passage de ce temps du vivant, du temps climatique, au temps de la politique, l'une des questions essentielles pour l'action sur la préservation et le réinvestissement dans la biodiversité, c'est la révision assez fondamentale de la façon dont on gère les systèmes agricoles, à la fois dans les environnements des pays développés. Là, ici, chez nous, la réforme de la PAC est évidemment un levier très important, mais aussi de façon massive et peut-être plus urgente dans les pays en voie de développement, où on voit bien que les schémas de ce qu'on a appelé la révolution verte sont à bout de souffle et qu'il faut réintroduire
de l'innovation, de l'agroécologie, pour assurer à la fois une meilleure sécurité alimentaire, une meilleure résilience face aux attaques des virus et une meilleure résilience de nos écosystèmes pour reconstituer des puits de carbone et limiter le réchauffement climatique. Merci beaucoup, Christian. Geneviève Hazan, il y a déjà 10 ans, dans Le temps du monde fini, un livre où vous opposiez le temps de la rentabilité immédiate et les limites planétaires, vous parliez déjà du temps. Dans votre dernier livre, Lettre à la Terre, et la Terre répond, vous arrivez à réduire la distance avec la Terre et à dire « je » en son nom. Et l'espace et le temps sont intimement liés. Alors, continuez, que dit la Terre du temps ? Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, la demande, c'était sur le temps économique. Oui. Donc, je vais centrer quand même là-dessus. Et on verra peut-être que nous n'entendons plus le temps de la Terre. Et ça fait très longtemps que nous n'entendons plus le temps de la Terre. Nous avons entendu un temps très mécanique. Je voudrais quand même resituer la question par rapport à l'économie. La science économique, pendant une trentaine d'années, était régulièrement convoquée pour expliquer le monde. Comme si d'ailleurs le monde se résolvait à l'économie, à la croissance, etc. Et donc nous avions le recours fréquent aux experts de l'économie pour nous dire l'état du monde. Et force est de constater qu'aujourd'hui, dans la catastrophe sanitaire que nous vivons, la parole des économistes existe, bien sûr, mais ce n'est pas ça que nous entendons. Et d'ailleurs, ce n'est pas obligatoirement cela que nous recherchons. Et donc, je me pose la question de savoir pourquoi cette science économique, ce discours économique semble être dans l'impasse aujourd'hui. Et je crois que c'est la question du temps, justement, qui peut-être est à la source de ce sentiment d'être dans une impasse. Alors, sans refaire toute l'histoire de la pensée économique, bien sûr, je voudrais d'abord dire que, contrairement à ce que nous avons dit pendant très longtemps, la machine essentielle de la révolution industrielle et donc du capitalisme industriel, de la société industrielle, ce n'est pas la machine à vapeur, c'est l'horloge. Et là, je renvoie aux travaux de Munford, un anthropologue, sociologue américain extrêmement important, sur cette idée que s'impose très vite un temps quantitatif, un temps unique, un temps quantitatif, un temps purement abstrait. Et un temps qui absorbe le temps biologique, qui absorbe le temps naturel. C'est-à-dire que pour concrétiser, le temps des repas ne correspond pas au temps biologique obligatoirement, ça correspond à d'autres nécessités que le temps biologique, que le temps humain. Et d'ailleurs, le directeur général de Netflix disait il n'y a pas très longtemps, écrivait il n'y a pas très longtemps, mon seul concurrent, c'est le sommeil. C'est à quel point le temps biologique peut être pris dans le temps économique et dans le temps du capital. Donc, ce temps, un temps séparé, un temps quantitatif, c'est ce temps de la nature qui a été absorbé par le temps mécanique horloger, ce qui a permis une rationalisation du temps. Bon, là, ce sont tous les travaux de Weber. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé, Elisabeth, de la rareté du temps. Ça, c'est une institution. Le temps n'est pas a priori rare. Il est même infini, le temps. Mais le temps économique, effectivement, est rare. Il a été institué comme rare par ce que nous avons appelé la rationalisation du temps, et qui a défini un nouveau rapport au temps, justement. Dès lors que nous posons le temps comme rare, nous avons un autre rapport de gestion du temps, de gestion efficace du temps, qui simplifie considérablement le temps par rapport, justement, au temps complexe du vivant. Et là, ça a été une grande simplification. Ça a été vraiment le début de la grande simplification qui a été le terreau vraiment à la fois du capitalisme tel que nous l'avons construit et également de la science économique, de la pensée économique. Alors pour ce qui est de la pensée économique, dans ce qu'elle exprime de manière dominante aujourd'hui, il y a des courants bien entendu dans la pensée économique, c'est que le temps est un bien économique.
Le temps est un bien économique parce que c'est un bien rare. La science économique, c'est la science de la rareté. Donc c'est un bien considéré comme rare. Et finalement, il s'agit d'administrer le temps, de gérer le temps. Et la pensée économique, tout courant confondu, se construit sur un dualisme dont nous héritons de quelques siècles précédents, c'est-à-dire d'une conception d'une nature objet, donc d'une nature avare. Ça, c'est vraiment dans toute la pensée économique du 19e siècle, la nature est considérée comme avare, et qu'il faut dompter, non susceptible d'épuisement. C'est vraiment plusieurs penseurs, alors sauf certains grands économistes du 19e, Adam Smith, Ricardo, etc., mais généralement, à partir de la fin du 19e, non susceptible d'épuisement, et puis tout ce qui pourrait être épuisé pourrait être remplacé par du capital technique. C'est du capital naturel, et par un jeu de substituabilité, on peut le remplacer par du capital technique. Et donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas un temps limite, il n'y a pas de limite à l'expansion infinie. Et on le retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans l'illusion de la dématérialisation. L'illusion de la dématérialisation. On nous promet justement une économie économe, voire une neutralité carbone, etc., grâce à la dématérialisation, qui véritablement est c'est un conte de fées, disons, la dématérialisation, puisque cette économie dématérialisée suppose un investissement matériel extrêmement lourd derrière pour pouvoir exister. Et le temps économique, c'est un temps linéaire. C'est un temps réversible. Et je crois que c'est aujourd'hui le grand défi qu'il y a pour les économistes, c'est que nous savons, c'était un temps prévisible aussi, avec un acteur rationnel, information, un monde transparent, un univers rationnel, transparent, etc., maîtrisable. Bon. Et nous sommes confrontés aujourd'hui, non pas seulement à des crises, mais à des véritables catastrophes qui nous montrent qu'il y a de l'irréversibilité. Alors dans le vivant, on le voit, il y a de l'irréversibilité. Nous sommes face à un temps non linéaire et à un temps très largement imprévisible, un avenir très largement imprévisible, qu'on ne peut pas cette imprévisibilité, cette incertitude, on ne peut pas la combler par du calcul probabiliste de risque. Et donc, je crois que la parole économique est amputée justement parce que elle est toujours dans ce temps linéaire, le temps de la crise, de la sortie de crise, de retrouver l'équilibre précédent. C'est un temps mécanique. Le temps néoclassique, c'est un temps mécanique. C'est la physique mécanique de chez Walras, des grands penseurs de la science économique, qui est un temps réversible. Et toujours la recherche de l'équilibre par des forces, grâce à l'éternité du marché, on peut dire véritablement la main invisible, qui est une sorte de Saint-Esprit qui guide les comportements humains. Et donc on peut dire qu'on a là la création d'une économie atemporelle, et que je dis une économie sous vide, une économie hors temps et totalement sous vide. Alors je voudrais prendre le temps quand même de dire qu'il y a d'autres courants de la pensée économique, et c'est cela aujourd'hui sans doute que nous devrions retrouver, ce qu'on appelle la bioéconomie. Et là, je voudrais rendre grâce à deux grands penseurs. C'est un économiste roumain, mathématicien, Georgescu Rögen, qui a justement essayé de penser l'activité économique, le système économique à l'intérieur de l'écosystème, à l'intérieur de la biosphère. Et c'est lui qui a essayé d'intégrer dans le modèle économique les questions d'entropie, c'est-à-dire d'un temps qui n'est pas réversible précisément, du fait de la dégradation de l'énergie, du fait de la dégradation de la matière. Et je voudrais aussi, donc c'est 1971, voilà pourquoi les réflexions ne sont pas si nouvelles que ça. Elles sont assez anciennes finalement. Il y a eu des alertes depuis très très longtemps, des alertes qui n'ont pas été entendues. Donc là, Georgescu Rögen, c'est 1971. Je voudrais aussi rendre hommage à René Passé, qui a écrit un livre magnifique, L'économique et le vivant, 1991, qui n'a pas fait école, dirons-nous, véritablement, qui s'inscrit dans ce courant de la bioéconomie. Et aujourd'hui, quand on parle de bioéconomie, ce n'est plus du tout l'inscription du système économique dans la biosphère, et donc l'étude justement de ces liens, de ces échanges de matière et d'énergie entre le système économique et la biosphère, c'est l'intégration, l'internalisation de la biosphère dans l'économie.
ce qu'on appelle l'économie verte, la croissance verte, la bioéconomie verte. C'est-à-dire que la nature, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans l'idée d'une nature morte. Aujourd'hui, on sait que la nature est vivante. Elle produit des flux de services, des flux d'énergie. Et ces flux sont requis pour finalement être internalisés dans les flux du capital. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la bioéconomie, c'est ou l'économie verte plus simplement, c'est comment la nature est un sous-système finalement du système économique. Et à nouveau, on se retrouve dans véritablement une impasse. Alors je conclus. Et d'ailleurs, exactement comme dans la pensée néolibérale, nous avions « la société n'existe pas », la phrase célèbre de Madame Thatcher. Pour la nature, c'est pareil. La nature n'existe pas. La nature n'existe pas. Et donc, la nature n'existe pas, elle est totalement anthropisée, ce qui est en partie vrai, en partie, je dirais, mais... et ce qui rend possible l'illusion de la dématérialisation. Je conclus. J'ai regardé pas mal de travaux des économistes, justement pour préparer plusieurs choses. Et autant dans beaucoup de sciences sociales ou humaines, on s'est emparé par exemple de la question de l'anthropocène. Plus ou moins bien, bon, on s'en est quand même emparé. Cette notion d'anthropocène, elle nous vient des sciences naturelles, des sciences physiques. Bon. En économie, je n'ai pas vu beaucoup d'écrits qui véritablement s'emparent de cela, non pas comme contexte, parce que comme contexte, oui, tout le monde parle d'anthropocène aujourd'hui, bon, peu importe, mais comme véritablement interpellation par rapport à la construction des modèles. Interpellation profonde. Et donc, je crois que l'impasse dans ce que je disais au départ, c'est-à-dire les économistes sont devenus, je pense, inaudibles aujourd'hui, en grande partie. Alors, bien sûr, ils sont convoqués sur la dette. Est-ce qu'il faut annuler la dette, pas annuler la dette? Et on recycle les vieilles théories économiques, etc. qu'on entend, on entend les mêmes à peu près depuis 50 ans ou plus. Mais tout ce qui est requis aujourd'hui par rapport au vivant, par rapport à véritablement ce qui n'est pas simplement une crise, les économistes, par rapport à ce temps linéaire, raisonneront toujours en termes de crise. L'économie ne pense pas à la catastrophe. Or, aujourd'hui, nous vivons des catastrophes. L'effondrement du vivant est une catastrophe. Une crise suppose que nous étions dans une situation d'équilibre. On affronte une situation de déséquilibre, de crise, et ensuite on retrouve une certaine normalité. Aujourd'hui, la sortie de crise pour la biodiversité, pour le climat aussi. Nous ne retrouverons pas le climat des années 60, nous ne retrouverons pas le climat du 19e siècle. Nous sommes radicalement perturbés. Donc voilà ce que je voulais transmettre sur les difficultés aujourd'hui qu'il y a pour de nombreux économistes de penser le temps économique. Un temps économique qui ne soit pas le temps dominateur qu'il a été et croyant pouvoir intégrer le temps de la société, le temps de la société, le temps du vivant, le temps géologique. Je vous remercie. Merci beaucoup Geneviève. Alors j'en profite pour accueillir Corinne Lepage. Merci beaucoup Madame Lepage, Madame la Ministre. Nous allons poursuivre nos débats sur la partie économique et nous reviendrons vers vous sur la partie politique. Tout va bien ? Tout va bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un peu à réagir à vos trois interventions ? Est-ce que peut-être Philippe a cette prédominance de l'économie qui, si j'entends bien ce que vient de dire Geneviève, écrase tout, écrase le vivant ? Oui, volontiers. Oui, effectivement, je pense que c'est un effet de l'anthropocentrisme qui nous gouverne, qui gouverne le monde humain, et que les biologistes sont bien placés pour détecter, puisque quelque part, ils s'intéressent très souvent au reste du vivant, et ils considèrent le fait que le vivant n'est pas fractionnable en entités qui seraient indépendantes les unes des autres. Alors effectivement, je pense que quand on parle également de crise du climat et de crise de la biodiversité, de la même manière, c'est une question d'un peu de culturelle, de présentation de ces problématiques. Mais en réalité, comme ça vient d'être dit, les deux sont liés, et de manière très intime, et sont indissociables. Et quelles que soient les solutions que l'on puisse trouver, elles devront prendre en compte l'ensemble de ces situations. En particulier, moi, je voudrais souligner effectivement que dans le vivant, il y a le vivant sauvage, le vivant domestique.
pour moi, il n'y a pas de différence entre les deux. Et alors, on a une différence souvent qui est dictée par nos cultures dans lesquelles on interagit depuis longtemps avec des espèces que nous avons modifiées par sélection et que nous avons domestiquées. Pour autant, en fait, ces espèces, comme les espèces qui vivent un peu plus éloignées de l'espèce humaine, suivent les mêmes lois biologiques, les mêmes manières d'évoluer ou de réagir à l'environnement. Et en particulier, en ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, effectivement, aujourd'hui, et sans empiéter sur le reste de la discussion, on a un souci colossal qui s'est développé de manière discrète pendant les derniers siècles et ces dernières décennies, avec une population humaine moindre et puis des procédures qui étaient moins industrielles. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation qui s'est emballée et qui n'est pas justifiée par la nécessité de nourrir une population humaine croissante. Il y a également une fausse idée selon laquelle nos 8 milliards d'êtres humains, en fait, seraient dépendants d'une agriculture industrielle. Il faut rappeler que la majeure partie de la population humaine se nourrit de produits par des petites exploitations locales. Donc en fait, on est dans une situation où, oui, les systèmes économiques et sociétaux humains se sont développés de manière à organiser des productions industrielles axées sur l'utilisation du vivant. Pour autant, la réforme qui devrait se faire, c'est une réforme sociétale, ce n'est pas une réforme du vivant. Alors, je vais en profiter. Excusez-moi, je vais en profiter pour vous poser quelques-unes des très nombreuses questions qu'on a reçues. Alors, est-il possible de continuer à dire qu'il faut réduire l'impact sur le climat et la transition énergétique en restant le mode économique actuel, c'est-à-dire capitaliste ? Et quelqu'un précise même, ne sommes-nous pas liés à ce qu'Ivan Illich appelait le monopole radical comme captif d'une évolution technologique garantissant un confort appelé à tort progrès, ce qui nous mène à une impasse ne permettant plus un retour en arrière sans remise en question de l'objectif initial. Exemple, l'agriculture intensive. Je crois qu'on est tout à fait bien entendu. Christian, vous souhaitez répondre peut-être à cette question ? Oui, et peut-être aussi dire deux mots sur allez-y, Christian, allez-y. La présentation de Geneviève. Je crois que la crise sanitaire, la crise de la biodiversité, la crise climatique, d'évidence, remettent en cause la façon dont on pratique nos métiers et la façon dont on pratique l'économie. Je veux dire, c'est une évidence. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'économie ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a effectivement besoin d'économie pour trouver des modèles économiques alternatifs. Et on a besoin d'économie pour réguler le système économique, à commencer par réguler celui dans lequel on est, qui est effectivement le système capitaliste. Et donc, ce que j'essaye de faire dans mon activité d'économiste, c'est effectivement d'utiliser les outils de l'économie que j'ai appris. Notamment, René Passet a été mon professeur d'économie. Je suis rentré en première année en licence. C'était lui qui faisait le cours. Moi, comme je n'allais pas au cours magistraux, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai lu son poly, si vous voulez. Donc, moi, je mets en garde quand même l'idée que l'économie est uniforme avec un discours unique néolibéral. Non, l'économie a toujours été multiforme avec des courants. Tu en as cité quelques-uns. Je considère que l'évacuation du système naturel dans l'économie, en réalité, c'est les néoclassiques, parce que le capital naturel est très présent chez les penseurs classiques, jusqu'à Jevons. Et la réintroduction massive du capital naturel, elle est évidente comme problématique. Simplement, il faut voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser correctement les bons outils. Mais si on évacue les économistes du débat, je pense qu'on n'aura pas les bons moyens pour trouver les bonnes solutions. Sur la question agricole, je pense avoir été très clair. Je pense que c'est le premier levier d'action. C'est le premier levier d'action, tant sur l'objectif de reconstitution des puits de carbone pour le volet climatique que sous l'angle de la biodiversité. Et je dois dire que pour moi, économiste du climat, ça a été une découverte majeure. Parce que je suis rentré dans l'économie du climat
par le côté un peu classique, hein, la transition énergétique, sortir les fossiles, le carbone fossile. Et puis j'ai compris un jour que, en extrayant massivement ce carbone fossilisé du sous-sol, en réalité, l'espèce humaine détruisait une autre composante du capital naturel, qui est la biodiversité. Donc je pense que cette question est majeure. Et cette réforme, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'elle soit le résultat d'un grand soir qui ferait que, après le grand soir, on naîtrait dans une autre. Ce sera une multitude de combats, d'innovations sur le terrain. Dans le monde agricole, on en voit beaucoup. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Et je crois que le rôle de l'économiste, c'est d'aider à trouver des modèles alternatifs qui fonctionnent durablement. Geneviève, si vous voulez vous aussi prendre la parole, Oui. allez-y, je vous en prie. Ce qui me rassure beaucoup, c'est qu'il existe déjà, sans discours économique, obligatoirement des modèles alternatifs. Ils s'expérimentent vraiment, et ça c'est partout dans le monde, et notamment dans l'agriculture, dans l'énergie. Il y a vraiment l'agroécologie, par exemple, la promotion de l'agroécologie, qui est reprise maintenant par la FAO, etc. C'est pas un travail d'économiste, hein. Ça a été des expériences sur le terrain, certaines depuis 40 ans, les premières d'ailleurs en Afrique, hein, au Burkina Faso, hein, et elles ne répondaient pas à des modèles économiques. Alors je ne veux pas dire pour autant qu'il faille évidemment éliminer les économistes. Je pense que certains économistes, oui, je pense qu'il y a des économistes donc, que je tiens pour responsables quand même, comme d'autres scientifiques, de nous avoir engagés sur des voies qui aujourd'hui sont des voies qui sont non seulement des impasses, mais ont conduit à la catastrophe. Oui. Je pense qu'il faut le dire, il y a une responsabilité quand même aussi quand on est des scientifiques. Donc, je suis d'accord sur l'agriculture. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'expériences qui encore faudrait-il que du côté du pouvoir politique, ces expériences soient vraiment encouragées, financées, coordonnées, qu'elles aient les moyens de se coordonner. Et alors ensuite, qu'il y ait des études économiques sur la pérennité, etc. Je veux dire que au-delà de l'agriculture comme capteur de carbone, moi je pense d'abord à nourrir les gens. On est quand même dans une situation au niveau alimentaire mondial absolument catastrophique. D'abord de pénurie, mais aussi de mauvaise alimentation. Et ça, c'est un enjeu. Et pour ce qui est de la révolution verte, qui a été un non-sens à la fois économique, écologique, dès le départ. C'est pas que la révolution verte s'épuise, malheureusement, elle s'est pas épuisée assez vite. Elle a créé des dégâts partout, dans tous les pays où la révolution verte, à coups d'engrais, d'agriculture intensive, etc., de délogement des petits fermiers, justement, qui assurent l'alimentation d'agriculture vivrière, elle a été une véritable catastrophe. Donc il faut commencer par dire ça, pour ne pas reproduire à l'infini ce que nous sommes capables de produire. Et sur la question qui est posée, bon, on n'a pas le temps de parler d'Ivan Illich. Je pense qu'Ivan Illich a été effectivement un véritable lanceur d'alerte, il a nourri un certain nombre de réflexions qui n'ont pas traversé l'économie, pas du tout. C'est vrai qu'il y a différents courants économiques, il y a un courant dominant quand même. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a différents courants. Et je suis d'accord que c'est pas le grand soir, évidemment, de l'après-capitalisme. Mais moi, ce qui me rassure, je dirais, en quelque sorte aujourd'hui, c'est comment, malgré tout, les sociétés partout s'emparent aujourd'hui et on voit naître des alternatives qui ne sont plus simplement à un niveau micro, qui sont vraiment, même à un niveau local, ce qu'on peut appeler des alternatives systémiques. Le systémique, c'est pas que le global. Et justement, ça, ce sont les écologues qui nous l'apprennent, ça aussi. Qu'il y a du systémique à un niveau infra. C'est pas que les grands animaux, défendre les grands animaux, défendre les grands systèmes, défendre le global. C'est le systémique, c'est aussi notre milieu de vie, disons. Notre milieu de vie. Et ça, je pense qu'il y a une conscience qui surgit aujourd'hui. Et vous me demandiez tout à l'heure ce que nous dit la Terre, justement. Ce que nous dit la Terre, c'est d'écouter les secousses aujourd'hui de la Terre, de toutes ces communautés biotiques qui habitent la Terre, qui parlent aujourd'hui, qui parlent.
hein. Ça peut sembler animiste de dire ça, mais parce que nous devons apprendre à écouter aussi ces voix-là. Mais je ne veux pas du tout exclure les économistes du débat, à condition qu'ils ne nous proposent pas des solutions dont nous savons qu'elles ont été à l'origine de catastrophes. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, je me retourne vers vous, Madame Corinne Lepage. Donc, vous êtes avocate et femme politique engagée dans la protection de l'environnement. Vous avez fait paraître en 2009 Vivre autrement, puis la Déclaration universelle des droits de l'humanité, commentée par 16 professeurs de droit sous la direction de Christian Huglot et de Fabrice Picot, que vous avez préfacé. Je crois que c'était le résultat d'un travail important. Et apparaître en mai 2021, Nos batailles, dont vous êtes co-auteur avec Christian Huglot. Alors si je peux continuer, puisque nous sommes tous sur la question du temps, je vais faire la transition avec le temps politique. Et je peux vous promettre qu'il y a beaucoup de questions derrière. Donc le temps politique, c'est un cycle permanent qui est rythmé par les élections et la conquête des mandats, plaçant sans cesse le citoyen entre deux élections et leur fleuve de promesses. Mais ces citoyens se sont organisés, notamment en collectif, et ils se sont opposés aux engagements politiques non tenus, notamment ceux des accords internationaux signés en grande cérémonie. Ils ont saisi le Conseil d'État, le tribunal administratif de Paris, voire l'Europe, pour non-action climatique. Le Conseil d'État, je le rappelle, mais vous allez nous le dire beaucoup mieux que moi, la plus haute instance de la République, qui pèse un poids particulier. Et les citoyens sont peut-être en passe de gagner, vous allez nous le dire. Donc vous connaissez particulièrement ce dossier. Mais je vais oser une question, la perte de confiance envers les décideurs politiques, spécifiquement sur les questions environnementales, va-t-elle conduire à la judiciarisation du politique ? C'est à vous. Voilà des questions. Et puis j'avais envie de réagir sur ce qu'avait dit Madame Hazan tout à l'heure. Juste un mot avant de répondre à vos questions, avec votre permission. D'abord, avec toutes mes excuses pour mon retard, mais j'ai visité tout, tout le jardin des plantes avant de trouver le bon bâtiment, donc j'ai mis 20 minutes pour arriver. Voilà, donc je suis vraiment désolée. J'étais déjà en retard, mais là, c'est une catastrophe. Donc, j'ai pas pu entendre tout ce qui a été dit. Mais il me semble quand même que, quelque part, au moins dans certains domaines, il y a une fable de l'arroseur arrosé. Je veux dire par là, vous dites que l'économie n'a pas pris en compte l'anthropocène. Je parle sous le contrôle de mon ami Christian, mais je pense quand même que, notamment dans le domaine de la finance, plus que dans celui de l'économie d'hier, il y a quand même beaucoup de questions qui sont aujourd'hui posées sur l'effondrement. Ça a commencé avec les valeurs assises sur ce qui est pétrolier, hein, avec notamment un rapport qui a été publié par la Commission de l'économie de l'ONU en 2018, hein, je parle sous ton contrôle, 2018, qui évaluait à 12 fois le risque de ce qui s'était passé en 2008 si tous les actifs liés aux actions, disons, pétrolières, gazières, enfin fossiles, venaient à disparaître. Et ça a été quand même un sacré coup de semonce et une révolution qui est en train de trouver un certain nombre de traductions, notamment dans la taxonomie européenne, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. La question que je me pose pour revenir au vivant, c'est, pour moi, le vivant, je ne sais pas si vous êtes d'accord, en termes de réflexion collective, à 10 ans de retard sur le climat, à peu près. 20, tu dis ? Bon, je suis très optimiste. Voilà, mais on suit le même chemin. Et je pense que les évaluations qui ont été faites sur ce que représentait la valeur du capital naturel, des services rendus par la nature, alors même si on peut critiquer le fait que ce soit quantifié, que ce soit financiarisé, tout ce qu'on veut, ça c'est des questions politiques et éthiques, j'entends bien, mais le fait de voir ce que ça représente et ce que représenterait financièrement la disparition en tout ou partie de ces services-là, c'est quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière quand on sait que c'est N fois le PNB mondial. Voilà. Donc je voulais dire simplement qu'il me semblait quand même qu'il y avait une sacrée interpellation de l'économie par les théories de l'effondrement, sous cette forme-là. Alors maintenant, je vais essayer, madame, de répondre à vos questions.
Alors, est-ce que les associations et collectivités locales sont en passe de gagner? Honnêtement, je ne suis pas Madame Soleil, mais on a quelque espoir aujourd'hui. Je dirais simplement que c'est une petite partie du sujet quand même, par rapport à tout ce que nous traitons. Mais enfin, elle n'est de loin pas négligeable. C'est ce qu'on appelle la justice climatique. Vous avez un rapport très intéressant qui a été publié par le Programme des Nations Unies en janvier 2021, donc c'est tout à fait récent, sur tous les procès climatiques dans le monde. Il y en a 1500 aujourd'hui. Donc chez nous, il y en a, mais je dirais qu'il y en a partout ailleurs. Et le mouvement a été lancé aux Pays-Bas en 2016 ou 2017 par une association qui s'appelle Urgenda, ce qui signifie urgence d'agenda, qui ont saisi leur tribunal de première instance pour faire reconnaître que les Pays-Bas n'en faisaient pas assez en termes de lutte contre le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'avec un objectif à 17%, c'était insuffisant, ils voulaient aller à 25%. Ils ont gagné en première instance, ils ont gagné en appel, ils ont gagné à la Cour suprême. Et ils ont gagné à la Cour suprême, celle-ci s'appuyant sur deux textes, disons, les accords de Paris, qui effectivement sont un outil international contraignant à contenu non contraignant. C'est un peu spécial, mais enfin c'est comme ça. Et ils ont gagné sur la Convention européenne des droits de l'homme, articles 2 et 8, c'est-à-dire droit à la vie, pour l'article 2, et droit à une vie familiale normale, qui est la base de toute la jurisprudence environnementale de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'en a pas d'autre. Parce qu'il n'y a rien dans l'environnement, dans la base juridique de la Convention. En 1948, on ne parlait pas d'environnement. Voilà. Donc, nous avons eu l'idée, avec la ville de Grande-Synthe, de saisir le Conseil d'État, un peu dans les mêmes perspectives, en disant, ben voilà, nous avons en France un certain nombre d'engagements qui ont été pris, qui s'appellent les accords de Paris, dont nous nous glorifions beaucoup, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, puis on n'est pas dans les clous. Et donc, le Conseil d'État a rendu une première décision qui a effectivement fait beaucoup de bruit en novembre, pour dire, effectivement, les accords de Paris sont applicables via les traductions nationales qui en sont faites. Alors, je n'entrerai pas dans ce détail-là, mais ça, c'est, je dirais, une vision assez nationale qu'a le Conseil d'État du droit. Donc, il est arrivé à réintégrer les accords de Paris sans les intégrer tout en les intégrant, et en reprenant la stratégie nationale bas carbone pour dire, oui, effectivement, pour la période 2015-2019, vous n'êtes pas dans les clous. Pour la période 2019-2023, puis 2023-2028, en vue de l'objectif 2030, on vous donne 3 mois pour nous expliquer comment vous allez y arriver, globalement. Les 3 mois se sont écoulés le 19 février, donc il y a quelques jours. L'État a produit un mémoire, nous en avons produit un autre, et le Conseil d'État a donné un agenda pour dire qu'il rendrait ses décisions au mois de juin, qu'il y aurait une audience en juin et qu'il rendrait ses décisions après. Alors, notre demande, c'est d'annuler le refus de l'État d'en faire plus et, deuxièmement, plus important, de lui enjoindre de faire. Avec quelque chose qu'a jugé le Conseil d'État qui est extrêmement intéressant, qui consiste à dire on ne va pas attendre 2029 pour voir si vous atteignez les objectifs de 2030. Vous avez une baisse linéaire à faire, année par année, on va voir si vous êtes dans les clous ou pas. Inutile de vous dire qu'on n'y est pas vraiment. Mais bon, je ne veux pas anticiper de ce que dira la Haute Assemblée, ni comment elle le dira. Voilà, alors l'affaire du siècle, qui, elle, a fait un recours sur les mêmes fondements, mais pour demander la reconnaissance de la responsabilité de l'État, a été jugée quelques mois plus tard, a abouti sur le même résultat, c'est-à-dire le constat que pour la période de 2015-2019, on n'était pas dans les clous, donc que l'État avait engagé sa responsabilité, a reconnu qu'il y avait un préjudice écologique, mais l'a évalué de manière symbolique à 1 euro, en disant que ça devait être principalement réparé en nature et donc pas alloué sous une forme quelle qu'elle soit aux associations, et a sursis à statuer pour la suite, attendant bien entendu ce que dirait le Conseil d'État. Le tribunal administratif, il dépend quand même du Conseil d'État. Voilà, j'ajouterai à cela que parallèlement, vous avez une action devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a été lancée par des jeunes Portugais contre 32 États, accusés de n'avoir pas fait ce qu'il fallait. Et de manière tout à fait originale, si je puis dire, la Cour européenne a admis la recevabilité de la requête, alors qu'en réalité,
Elle n'était pas dans les clous. Parce que pour pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous devez avoir épuisé toutes les voies de recours internes. C'est-à-dire, en France, il faut avoir fait tribunal administratif, Cour administrative d'appel, Conseil d'État, ou bien la même chose du côté judiciaire. Là, les gamins, ils sont arrivés, ils ont fait leur demande à la Cour européenne. La Cour européenne a dit « allez-y ». Bon. C'est parce qu'elle veut juger, évidemment, cette question. Et vous avez des décisions un peu partout dans le monde. Vous avez une décision très intéressante de la Cour suprême d'Irlande qui est exactement dans le même sens. Vous avez des décisions américaines en assez grand nombre. Et avec des décisions sur des sujets un peu différents, vous pouvez avoir, sur ce que nous avons fait juger nous, vous en avez contre des entreprises en leur disant vous êtes responsables. Alors à 1%, mais vous vous rendez compte de ce que ça fait 1% du total, c'est colossal, de ce qui s'est passé. Il y a par exemple une action qui a été lancée par un agriculteur péruvien en Allemagne contre une entreprise allemande, je ne sais plus laquelle, mais peu importe, qui a été jugée recevable, c'est pas encore jugé, mais la recevabilité a été admise, parce que le type, il a perdu ses terres, et donc il ne peut plus cultiver, et il considère que cette grande entreprise de production énergétique allemande est pour partie responsable à hauteur de, je sais pas, 1% ou 1,5% de son malheur. Vous avez aussi des actions contre des... Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que je pense que sur le plan de la vie de nos concitoyens, c'est encore beaucoup plus concret, contre des projets. Par exemple, le ISRO, dont la Cour d'appel britannique a jugé que l'extension était illégale par rapport aux engagements pris dans le cadre des accords de Paris. Nous avons, nous, abandonné le T4 quand même. Alors, abandonné sans abandonner, tout en abandonnant, mais enfin quand même, le projet T4, c'est-à-dire la 4e partie de Roissy, hein, pour ceux qui nous écoutent, a également été abandonné sans procès. Enfin, il y en a un, mais on n'en a pas eu besoin d'aller jusqu'au bout, si je puis dire. Voilà, donc là, il y a une vraie transformation. Et j'ajouterais que cette transformation de ce qu'on appelle la justice climatique, pour moi, s'accompagne aujourd'hui d'un grand mouvement de ce que j'appelle la justice sanitaire, et demain nous aurons la justice naturelle, sur le même modèle. La justice sanitaire, c'est tout ce qui touche aux pesticides. Bon, où vous avez des milliers de procès dans le monde qui sont menés contre soit des producteurs de ces produits pour les maladies ou les décès qu'ils ont pu entraîner, soit contre les États qui autorisent ces produits toxiques. Et là, vous avez également des milliers de procès dans le monde. Et demain, je pense que ce sera la même chose pour la biodiversité. Voilà, j'ai répondu à une partie au moins de votre question. Vous m'aviez posé une question sur le temps politique et une question sur la DDHE. Est-ce que ça va être une nouvelle façon de faire de la politique, d'attaquer les politiques? Écoutez, je pense que le rôle du droit dans la société contemporaine est un rôle croissant. Lorsque, avec Christian Huguelot, mon mari et associé, on a commencé à travailler il y a 45 ans, les choses étaient totalement différentes. C'est-à-dire que le droit de l'environnement, c'est une petite chose assez locale, c'est-à-dire qu'on se plaignait des pollutions d'une usine qui renvoyait des cochonneries, voire même des grands procès comme la Moco-Cadiz, c'était jamais qu'une partie de la Manche. Bon, c'est pas le climat, je veux dire, c'est pas la planète tout entière. Aujourd'hui, on est en face de phénomènes qui sont irréversibles, Madame Hazan l'a rappelé tout à l'heure, qui peuvent concerner la planète entière, et qui sont d'une gravité tout à fait considérable. Si vous prenez les produits, moi je m'intéresse beaucoup aux questions de santé environnementale, ça me paraît un sujet vraiment majeur. Quand vous voyez les sujets sur les produits reprotoxiques, c'est-à-dire qu'on colle à nos gosses et à leurs enfants et petits-enfants et tous les descendants, je ne sais combien de cochonneries. Là, je ne sais pas si vous avez vu, je prends un exemple de l'actualité. Hier, il y a une étude qui est sortie américaine disant qu'on avait trouvé dans le sang d'enfants des produits que jusque-là on n'avait jamais trouvés. Produits chimiques. On ne sait même pas d'où ils sortent. Inconnus dans le corps humain. Connus à l'extérieur du corps humain. Inconnus dans le corps humain. J'étais jamais arrivé jusqu'à nous. Donc, si vous voulez, il y a une forme de révolte du corps social dans son ensemble
Quand je dis corps social, c'est pas seulement les ONG, je veux dire que c'est aussi les collectivités locales, c'est aussi un certain nombre d'entreprises, parce que tout le monde ne peut pas être mis dans le même sac, bien entendu, qui se disent mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et nous avons des États qui sont en proie à des intérêts généraux totalement contradictoires, qui sont omnubilés par les pressions que les grands lobbies exercent sur eux, en particulier en matière d'emploi, et qui finissent par prendre des décisions qui sont totalement à l'encontre de ce que l'immense majorité de leur population veulent. Et donc, eh bien, on cherche des voies de contournement, parce que c'est en fait de ça dont il s'agit. Et le droit est en train de devenir effectivement un outil majeur, parce que la règle de droit, il n'y a rien à dire. Je veux dire par là, elle est votée de manière démocratique. Je voudrais juste faire un aparté sur ce qu'on entend beaucoup autour du gouvernement des juges. Moi, ça me fait mourir de rire, le gouvernement des juges en France. Ah, attendez, allez voir l'état dans lequel est notre justice et vous verrez si on a un gouvernement des juges. Il faut quand même arrêter. Bon, faut quand même pas charrier. Hein. Le fait est que nos juges, ils appliquent la loi que le Parlement a votée ou les décisions que l'exécutif a prises. Bon, ensuite, s'ils ne sont pas contents avec ces textes, ben, ils les changent. C'est ça la séparation des pouvoirs. Il y a un exécutif qui prend des décisions, le législateur qui est censé les contrôler, et le juge qui applique la loi. Et puis si ça ne va pas, ben, on change la loi. Voilà, enfin, c'est un système démocratique. Et donc, on se retrouve avec quelque chose qui est extraordinaire, c'est que ce qui est voté s'applique. Ça, c'est une grande nouvelle quand même. Mais en fait, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que vous parliez des promesses. Bon, c'est Jacques Chirac, je crois, qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Sauf que quand la promesse se traduit dans un acte juridique, eh ben, c'est plus une promesse, c'est du droit. Et à ce moment-là, ça a une valeur. Et il y a des gens qui disent, dites donc les gars, vous avez voté ça, maintenant vous allez l'appliquer. Et ça, c'est une révolution. Mais ça ne s'appelle pas le gouvernement des juges, ça s'appelle un état de droit, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup. Je pense que nos trois autres participants ont sûrement des réactions. Qui veut commencer? Geneviève, peut-être? Oui, moi, je veux bien. Vous avez sûrement des choses à dire, donc vous avez la parole. Je remercie beaucoup Corinne Lepage. Bon, je partage beaucoup de choses qui ont été dites sur le retard comment dire, par rapport aux politiques du climat, pour les politiques pour le vivant. Bon, par exemple, l'évaluation du vivant par Costanza a été faite il y a quand même très longtemps. Donc, les outils économiques, ils ont déjà été. Je crois que c'est inefficace. Je crois que c'est totalement inefficace. Ça a été calculé, hein, la valeur des services écosystémiques, etc., etc. C'est pas ça qui va dicter au gouvernement le fait d'interdire certains herbicides, etc. Donc, je crois que c'est parfaitement inefficace. Voilà. Les marchés de la biodiversité, je connais les outils qui sont aujourd'hui requis pour justement tenter de, grâce à l'économie, arriver à réguler le système vivant. Je crois que là, il faut qu'il y ait une modestie de l'économie, justement. Je suis d'accord pour la parole des économistes, mais il faut qu'il y ait une modestie par rapport à un monde du vivant qui nous échappe en très grande partie, qui n'est pas de l'ordre de l'humain seulement. Il y a du non-humain, il y a de l'humain, et ça, il faut aussi que nous soyons capables de l'enregistrer. C'est l'anthropocentrisme qui est le mal. Je voudrais vous poser juste une question par rapport au droit. Je partage complètement ce que vous avez dit sur le droit comme outil. On le voit dans nombre de luttes contre des grands projets inutiles aujourd'hui, comment finalement le fait de convoquer le droit a permis de gagner de manière significative dans certains grands projets. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, parce que finalement, le fait qu'il y ait eu le recours à des textes juridiques a retardé la construction et a permis un certain nombre de choses qui fait qu'aujourd'hui, et Dieu merci, que ferions-nous aujourd'hui d'un tel aéroport, dans la situation dans laquelle nous sommes? Dieu merci, on a arrêté le projet de Notre-Dame-des-Landes. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est sur tout ce qui se passe aujourd'hui aussi, sur la reconnaissance du droit des entités vivantes. Des rivières, des lacs, le lac Erie, c'est plus précisément, il y a le droit de la terre, disons, le droit de la nature, mais le droit des entités. Je voudrais savoir si ça rentre aussi dans votre préoccupation. Oui, bien sûr. Alors d'abord, c'est vrai que c'est tellement éloigné de la conception latine du droit, de notre conception à nous du droit.
C'est naturel, vous reprenez ce qui a été jugé par exemple au Costa Rica ou dans des pays d'Amérique du Sud, c'est naturel chez eux, j'allais dire, et vous avez toute une série de décisions qui sont du reste citées par le rapport du PNUE auquel je faisais allusion il y a un instant, où c'est reconnu le droit, et au Canada il commence à aller aussi dans cette direction. Alors, moi, je pense qu'il y a des étapes à franchir. Je vais répondre pour partie à la question qui m'était posée sur la Déclaration universelle des droits de l'humanité. Quand on a écrit ce texte en 2015, donc ça va maintenant faire 6 ans quand même, il s'est passé beaucoup de choses en 6 ans. Même si c'est proche, c'est quand même loin, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On a beaucoup réfléchi sur les droits de la nature. En se disant, nous voulons un texte universel qui puisse être adopté à terme par tout le monde, donc il faut qu'on arrive à trouver un consensus qui soit acceptable. Et donc nous avons écrit quelque chose qui est l'humanité comme l'ensemble des espèces vivantes, donc ça ne répond pas au lac, mais ça répond à l'ensemble des espèces vivantes, ont droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. Et nous avons écrit un article 11, qui est le pendant, puisqu'il y a 6 droits et 6 devoirs dans la déclaration, qui est l'obligation, le devoir pour l'humanité de respecter le droit de l'humanité, c'est-à-dire toutes les générations, et de l'ensemble des espèces vivantes à vivre dans un environnement, etc. Voilà. Si déjà on arrivait à ça, ce serait déjà un progrès majeur, et qui permettrait ensuite probablement de passer à la phase 2. Alors ensuite, ça nous amène aussi à la question de l'écocide, cette histoire-là, qui n'a rien à voir, je tiens à le préciser, avec le délit d'écocide qui est en discussion actuellement, parce qu'un délit d'écocide, je suis désolée, ça n'existe pas. Un écocide, on tue. Donc quand on tue, c'est pas un délit, c'est un crime. Donc le délit d'écocide, non, c'est pas possible. À mes yeux, on peut avoir un avis contraire, mais enfin, pour moi, il y a une contradiction dans les termes. Je pense que c'est un outil qui peut être très utile quand on arrive à quelque chose de massif. On arrive à quelque chose de massif. J'ouvre une parenthèse. En 2016, mais je ne veux pas être trop bavarde, en 2016, on avait fait le tribunal Monsanto à La Haye. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce n'était pas un vrai tribunal, même s'il était composé de magistrats. C'était une organisation à laquelle on avait demandé un avis en droit en s'appuyant sur les pactes de l'ONU et la procédure de l'ONU en ce qui concerne les avis en droit. Donc c'était quand même très cadré. Et on avait suivi un process qui s'apparentait un peu, parce que c'était filmé par Marie-Monique Robin et ça avait quelque chose de vivant, à un procès pénal. C'est-à-dire que les victimes sont venues expliquer ce qu'elles avaient. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que des gens sont venus du monde entier, y compris de l'Australie. Et ils ont tous raconté la même histoire. Et franchement, c'était flippant de voir la même histoire racontée par le fermier d'Haïti, la vendeuse d'œufs d'Australie, le gars du Canada, ceux d'Afrique, etc., du Sri Lanka. Tout le monde racontait la même chose. C'était absolument incroyable. J'ai jamais eu le sentiment de vivre sur un village planétaire comme je l'ai eu ce jour-là. Et nous avions posé la question au tribunal Monsanto de l'écocide. Nous avions dit, si l'écocide existait, est-ce que le fait d'utiliser les produits fabriqués et mis sur le marché par Monsanto pourrait s'apparenter à un écocide? Et la réponse avait été oui. Et c'est une réponse très documentée, elle est très intéressante, et donc je vous invite, pour ceux que ça les intéresse, à vous y reporter. Philippe Grandcola, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses fort intéressantes et interpellantes. Oui, tout à fait, mais je pense qu'on est toujours malheureusement, on est toujours dans cette position anthropocentrique. On parlait du retard de la biodiversité par rapport au climat. Je pense que, si on parle du retard dans l'appréhension que nos sociétés ont des crises respectives, je pense simplement que la crise de la biodiversité, pour le moment, non seulement elle est en retard, mais je ne sais pas si ce retard sera jamais comblé, tout simplement parce que nous n'avons pas une perception correcte de ce que c'est que le vivant.
Le climat, on arrive à comprendre intellectuellement, et beaucoup de personnes arrivent à intégrer ce que c'est qu'un effet de serre. On est derrière une vitre au soleil, on surchauffe, on comprend intuitivement ce que c'est qu'un gaz en voyant des fumées. On comprend le processus, on le modélise dans notre esprit. Le vivant, c'est beaucoup plus compliqué, c'est assez insaisissable. Nous sommes vivants, nous sommes une espèce de primate qui a évolué avec ses caractéristiques et sa manière de regarder le reste du vivant. Il y a une partie du vivant qu'on ne voit pas, qui est microscopique. Il y a une partie le vivant évolue à une vitesse qui n'est pas qui ne permet pas à nos sens de le percevoir. Donc ce problème de fond, déjà, de perception, et puis ensuite, après, de compréhension, fait je pense qu'on aura toujours du mal à combler ce retard. Alors évidemment, le but n'est pas d'être pessimiste et de s'enfoncer dans le marasme en pensant que rien ne peut être fait, mais je pense qu'il faut vraiment d'abord prendre conscience de ce problème de perception et de compréhension. Si on n'en prend pas conscience, on aura toujours du mal à trouver des solutions. Et je pense que là, actuellement, on est effectivement un tournant. On voit qu'il y a des limites planétaires qui ont été dépassées, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, mais également dans ce qui concerne la biodiversité. Et là, comme on l'a dit, on est on a passé un point de bascule, un point de non-retour. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la Terre va devenir définitivement inhabitable si, dans les décennies à venir, on agissait de manière plus correcte, ce qui veut dire qu'on sera quand même toujours confronté à des problèmes assez sérieux. Et là, aujourd'hui, il y a un effort à faire, je pense, important, de pédagogie, de compréhension, de partage des connaissances. On parle beaucoup de sciences ouvertes. Je pense que là, c'est vraiment absolument indispensable, justement, qu'il y ait un dialogue entre la société et la science qui soit beaucoup plus important qu'il ne l'est actuellement, qu'on comprenne ce que c'est qu'une approche collégiale comme celle des grandes plateformes, comme celle du GIEC ou de l'IPBES, et qu'on comprenne que là, on est dans un temps de réflexion où on parle de faits avérés sur lesquels il y a des consensus, qu'on comprenne également que le temps de la science, le temps rapide de la controverse, comme on l'a vu au moment de cette pandémie, quand il y a des avis qui divergent à la suite d'avis divergents, d'études qui sont faites, là, on peut avoir des avis qui changent, et ce n'est pas mauvais, au contraire, c'est la science, de convoquer les faits, de tester des hypothèses, mais il y a des faits qui sont avérés, qui sont consensuels, et sur ceux-là, il faut absolument travailler, s'en saisir, et vraiment arriver à mieux comprendre ce que c'est que le vivant. Sinon, je crains qu'on ne fasse même pas l'effort que l'on fait, par exemple, que l'on commence à faire en regard du problème climatique. En fait, ce que, en creux, vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait un peu de pédagogie auprès des personnes politiques, du personnel politique. Je pense qu'il y a là un grand besoin de leur expliquer ce qu'est le vivant. Je ne suis pas très bien placée parce que je suis un peu iconoclaste quand même dans ma catégorie, et puis j'ai plus de mandat, j'ai plus de responsabilité politique aujourd'hui depuis 2014, donc ça fait un petit moment. Mais je crois comprendre un peu la psychologie du monde politique. D'abord, ça ne fait pas partie de la culture. La culture écologique en tant que telle, au sens de la connaissance, ne fait pas partie de la valise de base du responsable politique. Alors, je ne parle pas des écolos, bien sûr, mais de tout le reste. Bon, ça n'en fait pas partie. Ensuite, nous avons une vision qui, me semble-t-il, quand même très passéiste, très conservatrice en France de tous ces sujets. Et je suis toujours scotchée de voir réapparaître, alors je veux citer personne, parce que ce n'est pas le lieu, mais des propos sur ces sujets, que ce soit le climat ou la biodiversité, que j'ai entendus il y a 40 ans. Donc je pensais que, attendez, c'était terminé, quoi. Eh ben si, eh ben non. Il y en a qui le ressortent toujours. Les mêmes inepties, les mêmes contre-vérités, parce que il y a eu du négationnisme climatique. On le sait très bien. On sait très bien pourquoi, et on sait qui l'a alimenté, tout ça maintenant, on sait ça très bien. Bon. C'est la même chose pour le vivant. Mais ça ne se traduit pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que pour le moment, on n'en est même... Alors là, je vais peut-être être pessimiste et rejoindre ce que disait Christian tout à l'heure. Il me semble qu'on n'est même pas encore au stade de la controverse. C'est-à-dire que le sujet n'a pas atteint un niveau suffisamment majeur
pour qu'il y ait des gens qui viennent dire pas du tout, c'est du n'importe quoi, et puis c'est vrai qu'il y a des espèces qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui apparaissent, tout ça, ça fait partie du vivant, le renouvellement, et taratata, et taratata. Voilà, il me semble qu'on n'en est même pas encore à ce niveau-là, et pourtant on a les PBES qui établit des faits. Enfin, c'est pas de nature à discussion. C'est une réalité, comme l'étaient les rapports du GIEC depuis des années ou des années. Où on a dit ben non, c'est pas ça, c'est sujet à caution. Ben oui, mais peut-être dans l'autre sens. Parce que les rapports du GIEC, vous savez que le document, enfin Christian explique ça beaucoup mieux que moi, à l'usage des décideurs, c'est quand même des choix politiques qui vont pas dans le sens du plus, mais plutôt dans le sens du moins, en règle générale. Eh bien, il me semble que pour la biodiversité, on n'en est même pas encore au stade de voir apparaître les négationnistes de la destruction de la biodiversité, parce que le sujet, me semble-t-il, mais je peux me tromper, n'a pas encore atteint ce niveau-là. Il l'a atteint pour les questions sanitaires. Donc on voit tous les débats sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens et tous ces trucs-là. Il me semble que la biodiversité, on n'y est pas encore tout à fait. Je voudrais effectivement réagir à ce qui vient d'être dit. Je sens assez directement ça dans ma pratique professionnelle, c'est que la question du climat, c'est complètement différent. Aujourd'hui, il y a, par rapport à ce qu'il y avait il y a 5 ans et encore plus il y a 10 ans. Moi, je suis rentré dans la question climatique en 2005. À l'époque, on était dans une espèce d'univers d'ignorance totale. Et bon, aujourd'hui, on a complètement franchi ça. Je crois que ce qui se passe en matière juridique reflète bien ce changement de la société. Après, jusqu'où l'arme juridique va permettre d'accélérer ou pas les transformations requises, là, j'ai quelques doutes. Et notamment, j'ai quelques doutes parce que je vois que la judiciarisation de quelques grandes affaires, notamment aux États-Unis sur le tabac, n'a pas souvent accéléré vraiment. Donc, pour moi, la question de la justice climatique implique d'abord qu'on trouve des réponses économiques avec de bons critères économiques de justice. C'est-à-dire qu'on trouve des méthodes pour réduire les émissions, sortir de notre addiction aux fossiles, qui soient justes et donc qui ne créent pas les effets de retour style gilet jaune ou autre. Pour moi, c'est ça la question fondamentale sur la justice. Mais je ferme la parenthèse. Sur la biodiversité, sur l'aspect sanitaire, alors qu'est-ce qui fait cette prise de conscience, je pense ? C'est tout simplement que les impacts du changement climatique sont là. Et année après année, on vit chacun ces impacts, et puis on a une information. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, on pouvait faire des controverses avec les climato-sceptiques. Aujourd'hui, on ne fait pas de controverses parce que tout simplement, le changement climatique, il est là. Sur l'aspect sanitaire, idem. Sur la question de la biodiversité, il y a un fossé dans la compréhension. Ce que vous avez dit me paraît très important. C'est-à-dire qu'on identifie les questions de perte de biodiversité à la disparition de quelques espèces emblématiques qui nous ressemblent ou auxquelles on est attaché pour des raisons sentimentales. Le panda en Chine, l'aigle chauve aux États-Unis, l'ours polaire, etc. Mais on n'a pas du tout... Et souvent dans le monde politique, on a encore des réactions stupides du style « c'est les petits oiseaux ». Et là, en plus, quand vous faites un rapport à l'Académie des sciences, les politiques, c'est les petits oiseaux. Et je pense que la question de cette interaction entre les êtres vivants qui fournissent des services absolument indispensables à l'activité humaine, mais pas qu'à l'activité humaine, également au climat, on en est encore très loin. Donc moi, je partage assez fortement la vision de Corinne. Et je pense que l'une des raisons, c'est que, contrairement au climat, on n'a pas aujourd'hui cet effet de retour du changement climatique qui va en s'accentuant et qui fait que on n'a pas le choix, je veux dire. Et ce que je ne sais pas, c'est quels pourraient être les facteurs déclencheurs dans l'opinion publique. Est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est le GIEC qui a fait ce déclenchement pour le climat ? Je pense que le GIEC a joué un rôle, mais je pense que les cyclones, malheureusement, et
Et les bacs de chaleur, ils sont pour beaucoup aussi. Donc je trouve que sur la biodiversité, c'est vraiment, moi, ça me fait peur, quoi, ce truc. Peut-être, Geneviève, voulez-vous apporter une petite réponse pour qu'ensuite on prenne les questions? Merci beaucoup. Une toute petite réponse. Je crois aussi que, outre l'anthropocentrisme, etc., dont nous avons parlé, le retard, je ne suis pas certaine qu'il y ait un retard. Je ne sais pas si on peut raisonner en termes de retard. En tout cas, la différence, c'est que l'économie du climat, la science du climat, enfin bon, a beaucoup réduit la question climatique. C'est la question du CO2. C'est le CO2. Et donc, réduire le CO2, etc., le CO2 anthropique. Bon. Dans le cas de la biodiversité, c'est extrêmement beaucoup plus complexe. Disons, et je pense d'ailleurs que c'est certainement une erreur d'avoir autant simplifié la question climatique autour d'une seule variable, le CO2. Le CO2 ou les gaz, bon, mais on fera en discuter, ou les gaz à effet de serre, la mesure des gaz à effet de serre. Et donc, bon, je pense que ça tient à cela aussi, une grande simplification de la question climatique et qui fait qu'aujourd'hui on est aussi désarmés. C'est plus difficile de simplifier dans le domaine de la biodiversité. Et je voudrais dire quand même qu'il y a une prise de conscience très forte. Le rapport qui est sorti, les oiseaux, c'est extrêmement important. Le rapport qui est sorti l'an dernier sur le printemps silencieux, en gros, hein, je pense que ça a bouleversé beaucoup de personnes, et pas uniquement sentimentalement. Hein, c'était vraiment la compréhension aujourd'hui que les insectes, ils sont aussi des pollinisateurs, qu'on en a besoin. On n'a plus envie de les voir écrasés sur le pare-brise, bon, etc., etc. Je crois qu'il y a une prise de conscience, elle ne se fait pas de la même manière. Mais ce qui me fait peur, et ça c'est dans toute la tradition économiste, et c'est ma difficulté, c'est une vision purement utilitariste de la nature. C'est anthropocentrique et utilitariste. Ils nous rendent des services. Non, d'abord ils vivent. Petit 1. Ensuite, ils nous rendent éventuellement des services. Mais d'abord, ils vivent. Et c'est pas... ils nous rendent des services et en plus, ils vivent. Et ça, c'est... Bon, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je ne peux pas laisser quand même Geneviève dire que les économistes du climat ramènent la question du climat au CO2. Parce que moi, je passe ma vie... Le prix Nobel d'économie sur l'économie du climat le ramène au CO2. Non, alors on peut faire des polémiques. Non. Moi, je suis désolé, je passe ma vie dans ce milieu du monde des économistes du climat et je passe ma vie à expliquer que le climat ne se résume pas aux émissions de CO2 liées aux énergies fossiles et que les méthodes qui consistent à tarifer le CO2 ne résoudront pas la totalité des aspects climatiques. Je veux dire, c'est dans mes livres, c'est dans mon activité. Donc c'est vraiment... Et de plus en plus, la communauté des économistes du climat travaille sur les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique, qui ne sont pas du tout les questions du CO2, qui sont comment est-ce qu'on peut améliorer la résilience de nos sociétés par rapport aux impacts dont on sait que de toute façon, quel que soit ce qu'on fait, bon, ça croît durant au moins 2 à 3 décennies à cause du diktat de l'horloge climatique que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, j'ai un point par contre où je suis totalement d'accord avec Geneviève, donc je vais le dire quand même, parce que c'est pas parce qu'on a 2 économistes qu'il faut forcément les opposer sur tout. Hein. C'est la limite de l'anthropocentrisme. Il est évident que la vision du capital naturel, quand on introduit le capital naturel dans les modèles, est beaucoup trop auto-centré. Bon. Et je voudrais ajouter un dernier point sur ce volet-là. C'est que je crois que le problème est beaucoup plus large que la vision des économistes. C'est tout simplement le problème de la transition philosophique dans laquelle on est, qui est la transition cartésienne. Et je rappelle qu'au XVIIe siècle, il y a un grand débat philosophique entre Descartes et Spinoza. Moi, je suis un passionné de Spinoza. Hein, et Spinoza a une vision complètement différente de la nature que celle de Descartes. Mais c'est Descartes qui a gagné la controverse, et nous sommes les enfants de Descartes. Et donc, nous avons hérité de cette vision cartésienne d'une nature qui nous était totalement extérieure et à notre service, avec des animaux machines, parce que le terme est utilisé dans l'ouvrage de Descartes. Alors, peut-être que, je suis désolée, j'ai une question qui me paraît intéressante. C'est le décalage entre le désir de changement, et on parle aujourd'hui beaucoup du désir, la question du désir. Je pense notamment aux jeunes Corinne Lepage que vous avez croisés et qui manifestaient, puisque qu'est-ce qu'on peut désirer aujourd'hui ? Donc un désir de changement des citoyens
et les politiques. Cette rencontre qui ne se fait pas, et particulièrement peut-être dans une grande partie de la jeunesse. Alors, ça fait très bien la jonction avec ce que je voulais dire par rapport à la biodiversité. C'est qu'il me semble que la revendication des jeunes sur la biodiversité est plus faible qu'elle ne l'est sur le climat. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'on a connu nous, ce que ma génération a connu en termes de biodiversité. C'est-à-dire que dans les générations les plus âgées, on a connu une nature qui était autre, qui était différente, où il y avait beaucoup plus de richesse. Ils ne l'ont pas connu, nos enfants. Enfin, nos enfants peut-être, mais mes petits-enfants, non. Et donc, les jeunes, aujourd'hui, certes, sont inquiets de la dégradation de la situation de la biodiversité parce qu'ils se rendent bien compte que ça participe d'un effondrement global. Mais je dirais qu'il n'y a pas cet attachement que notre génération pouvait avoir. Voilà, je voulais juste dire cela, mais peut-être je me trompe. Alors maintenant, sur la question de la confiance et du désir. Bah, écoutez, mettons-nous, essayons de nous mettre dans la peau d'une jeune femme ou d'un jeune homme de 20 ans aujourd'hui. Et très franchement, qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on lui donne? Alors, je ne parle même pas de la situation actuelle dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais on peut pas, il n'y a pas l'euphorie de la jeunesse, elle ne peut pas du tout s'exprimer. Ils se rendent bien compte qu'ils vont avoir géré des tombereaux d'enquiquinement qu'on leur lègue nous, qu'ils soient d'ordre financier, d'ordre économique ou d'ordre écologique, dans l'ordre qu'il vous plaira. Et en plus, ils ont beaucoup de mal à définir ce que pourrait être leur avenir et de définir la place qui est la leur pour le définir. Donc c'est quand même très, très difficile. Bon. J'avais commis un petit bouquin en 2017 qui s'appelait « À bout de confiance ». À bout, pas abus, à bout de confiance. Où justement, j'analysais un peu la situation française en disant on va aller dans le mur parce que la confiance minimale n'y est plus du tout. Et ça ne va pas arrêter de se dégrader. Non pas que j'étais Madame Soleil, mais il suffisait simplement de regarder l'appétit des gens pour reprendre son destin en main, enfin toute cette histoire-là, toute cette projection-là, et a commencé bien entendu par les jeunes, et le fait qu'on n'a jamais eu un système aussi centralisé, aussi privatif, si je puis dire, de liberté et de possibilités. Et donc, forcément, qu'est-ce que vous voulez il y a des amours complets. À mon sens, le sujet qu'on n'aborde pas aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout, mais le sujet démocratique, de la capacité des démocraties à survivre à ce qu'on est en train de vivre, c'est un vrai sujet. Et quand vous voyez les questions qui sont posées aux jeunes sur les démocraties libérales, sur des modèles autoritaires et tout ça, ben, très franchement, leur réponse et celle de ma génération, donc des plus âgés, n'a strictement rien à voir. Mais rien à voir. Donc, la question démocratique, quel modèle démocratique nos jeunes envisagent-ils? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Comment est-ce qu'ils concevraient l'exercice de leur liberté et la démocratie? Très franchement, à mon sens, c'est un sujet qui arrive. Hein. Il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Écoutez, on arrive à la troisième partie. Et cette troisième partie qui a traversé les trois précédentes tables rondes, c'est l'approche One Health. Et qui, justement, dans cette approche, les humains, les animaux et les écosystèmes ne font pas que coexister, ils sont interdépendants. Toute évolution des uns impacte les autres. Ça, vous allez l'expliquer beaucoup mieux que moi, Philippe. Les travaux des scientifiques ont prouvé que 60% des maladies infectieuses humaines que l'on connaît sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'elles se transmettent des animaux aux hommes. Alors, là-dedans, la pandémie de Covid-19 révèle le lien intrinsèque entre les hommes et les animaux et l'environnement. Mais aussi, elle dit que les santé humaines et animales sont un business, que les politiques sont au premier rang et que la science doit nous aider à comprendre et à anticiper. Merci de nous aider.
Oui, en effet, One Health, une santé, en fait, ce n'est pas nouveau. Donc ça montre que cette question était comprise, analysée depuis déjà quelques temps. One Health, une santé, c'est une initiative soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est pas simplement un travail isolé d'une équipe scientifique, c'est une programmation mondiale des questions de santé. Et précisément, je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans de ce que Madame Lepage vient de dire, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où la biodiversité, pour le moment, est un peu pêle-mêle. On met tout pêle-mêle les avis des biodiversités sceptiques, des biodiversités négationnistes, qui ne sont pas encore considérés nécessairement comme tels. Et donc, finalement, on se retrouve avec un discours assez confus, dans lequel, qui peut être assez clivant, dans lequel chaque personne, en fonction de ses attaches intellectuelles ou sociales, peut trouver un avis différent, alors qu'en fait, au plan scientifique, comme une santé ou un Health le montre, ce sont des questions qui ont déjà été analysées, pour lesquelles il y a déjà des conceptions qui ont été formalisées. Alors effectivement, santé de l'environnement, on a parlé des perturbateurs endocriniens tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de molécules de synthèse qui ont été libérées dans l'environnement, donc des molécules qui n'existaient pas avant l'occurrence de la chimie. Il y en a plusieurs milliers qui sont identifiés comme perturbant gravement le fonctionnement de notre corps. Et c'est un début, évidemment. C'est une étude qui est très compliquée à mener. Il y a bien d'autres sources de pollution, des sources de pollution qui n'affectent pas l'homme directement, mais qui affectent le reste de la biodiversité, à commencer par les pesticides ou les intrants dans les cultures comme les engrais azotés. Donc il y a effectivement dans l'environnement des problématiques qui rejaillissent sur la santé humaine de manière directe, ou par l'intermédiaire de la santé animale, qui est le deuxième grand problème, deuxième grand pilier auquel le programme Une Santé se destine. Et la santé animale, aujourd'hui, on le sait, il y a une production animale dans le monde qui est démesurée, qui n'a rien à voir avec les besoins humains, qui a augmenté encore d'un facteur de plusieurs dizaines depuis quelques décennies. Et cette production animale est absolument colossale et elle pose des problèmes aujourd'hui d'import et d'animaux et d'agents pathogènes. On le voit bien, aujourd'hui, on a en fait une grippe aviaire qui se répand, une peste porcine qui se répand, des abattages en quantité considérable. On peine à trouver le bon modèle pour la santé animale. D'un côté, des productions industrielles qu'on met sous cloche avec des précautions insensées, mais des animaux qui sont génétiquement trop semblables, immunologiquement déprimés parce qu'on les force à grandir trop vite pour un meilleur profit. Et puis de l'autre côté, des petites exploitations qu'on considère non viables, d'autant qu'elles sont connectées les unes aux autres par des exports et des imports d'animaux. Donc on est vraiment dans un système qui peine à trouver sa voie, qui pose problème aussi par les multiples autres conséquences sur la santé humaine que cela occasionne, ne serait-ce que tout simplement en termes de pollution des sols. Et puis bien sûr la santé humaine qui est affectée, comme on le sait depuis un siècle, par une dizaine de maladies émergentes supplémentaires, et puis par un certain nombre de pics épidémiques. Alors il y a certaines de ces maladies dont on a entendu parler finalement, qui ne faisaient pas trop florès dans les médias avant la Covid-19, comme le SRAS, le premier SRAS, donc un virus assez proche parent du SARS-CoV-2 qui était apparu recombiné entre chauve-souris et civette en Asie du Sud-Est, le MERS, un virus du même type qui est passé de chauve-souris en passant par le dromadaire. Alors fort heureusement à l'époque, ces virus sont restés relativement peu contagieux pour des questions biologiques intrinsèques. Ils ne s'attaquaient pas au haut des voies respiratoires, par exemple. Et donc, les épidémies ont été limitées. Donc, ça nous a fait peut-être
croire malheureusement que ce type de circonstances pouvait toujours être maîtrisé grâce à cette fameuse un peu vision cartésienne du monde, dans lequel on a le primat de la puissance, et grâce à notre science, grâce à la vaccination, on arrive aujourd'hui à maîtriser ce type de soucis. Mais bien sûr, il y a d'autres maladies zoonotiques qui sont apparues avant le SRAS, le MERS ou le SARS-CoV-2. Il y a également le sida, qui est passé des primates aux primates humains et qui a circulé à bas bruit quand même pendant un certain nombre de décennies, puisqu'il est vraisemblablement apparu à l'origine en tant que maladie humaine dans les années 20 ou 30. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Il y a Ebola qui continue à créer des pics épidémiques. Et Ebola, on sait très bien qu'il s'agit de cohabitation entre des forêts fragmentées et des populations humaines, avec le réservoir chauve-souris qui passe de la forêt fragmentée à la population humaine. Donc on voit ces événements augmenter. Et je dirais justement, peut-être One Health nous permet de comprendre que la question sanitaire, c'est la question de la biodiversité. Autant on a du mal à percevoir la biodiversité pour ce qu'elle est, autant on a du mal, aujourd'hui, c'est pas encore une question sociétalement majoritaire qui rend les avis contraires négationnistes. Autant, malgré tout, la Covid-19, parce que c'est une question de biodiversité, on est en train de parler de 2 virus recombinés qui ont trouvé leur voie vers l'espèce humaine à travers chauves-souris, pangolins, carnivores ou d'autres mammifères trafiqués en Asie du Sud-Est. Donc c'est bien une question de biodiversité, malheureusement. Et le mécanisme sous-jacent à la plupart de ces maladies zoonotiques infectieuses, c'est simplement notre action sur l'environnement. Quand on morcelle, quand on limite la surface d'un écosystème comme la forêt tropicale, on crée des voies d'accès. Moi, en tant que scientifique qui travaille depuis 30 ans dans le milieu naturel, je peux vous dire, quand on est à côté d'un village, quand on peut aller à pied jusque dans la forêt, on voit qu'elle est impactée. On ne voit pas les grands animaux parce qu'ils sont chassés, simplement parce que les gens en ont besoin pour manger. Et si par malheur, il y a au-delà un centre urbain qui commande de la viande, là, l'impact est encore plus fort. Bien sûr, il y a une demande qui est créée. Et au fur et à mesure qu'on ouvre et qu'on morcelle la forêt, l'accès est donné. Un chasseur local, bien sûr, il n'a pas un hélicoptère pour aller récolter le pangolin à forte distance. Il va y aller à pied ou en vélo ou avec le petit véhicule chaotique du village voisin. Donc, à mesure qu'on ouvre, on donne accès. À mesure qu'on donne accès, on permet la promiscuité. Et puis aujourd'hui, il y a un élément dans One Health qui est à prendre en compte aussi, c'est la multiplication de l'importance de nos moyens de transport. Ce qui autrefois restait local, aujourd'hui, en l'espace de 24 heures, ça traverse la Terre. Et ce qui sort de la forêt, peut-être demain, dans la grande ville d'à côté, et le surlendemain, à l'autre bout de la Terre. Donc on est dans un système qui est infiniment plus rapide, plus connecté. Et donc One Health, c'est une conception qui n'est pas nouvelle, dont on perçoit aujourd'hui toute la pertinence dans une situation comme celle de la Covid-19. Et moi, mon vœu, encore une fois, c'est peut-être que cette situation sanitaire, qui certes doit être réglée sur le plan médical par rapport à la survie des personnes et à leur bien-être, mais que ça soit également une question de science dans laquelle on convoque la biodiversité et le climat également, parce que bien entendu, les dégâts sur les écosystèmes forestiers dans lesquels il y a des espèces réservoirs sont aussi des dégâts qui sont dans une certaine mesure dépendants de la situation climatique. Il y a des mouvements de population de certains mammifères, par exemple le long de la cordillère anamitique à la frontière de la Chine, qui peuvent aussi s'expliquer. Il y a des travaux qui commencent à examiner ça sous l'influence d'un certain nombre de perturbations climatiques. On sait les événements extrêmes augmentent en fréquence au fur et à mesure que la température globale de la Terre augmente. Est-ce que vous souhaitez répondre? Alors, je me tourne vers Christian. Pas répondre, mais on remet une couche. Parce que, c'est une forme de réponse. Ce que vous dites me paraît absolument fondamental. Et moi, ce qui me semble quand même, c'est que cette crise sanitaire, forcément, va être un élément catalyseur et un élément de prise de conscience. Il me semble, je veux dire, tout à l'heure, j'ai dit que sur le climat, en plus des rapports du GIEC, c'est quand même
impacts des changements climatiques qui frappent les gens. Et c'est quand on ramène la menace à son quotidien, à sa santé. Donc je crois que la pandémie est, de ce point de vue-là, effectivement, probablement un accélérateur de prise de conscience, y compris probablement dans la classe politique, qui malheureusement, je le crains, sera l'une des dernières à vraiment comprendre peut-être la chose. Moi, je voulais dire que sur cette question de lien entre l'environnement, la santé, et, bien évidemment, j'ai beaucoup appris dans tous les travaux que vous faites au muséum et dans la plateforme. Et il y a un économiste qui s'appelle Andrew Deaton, qui est un économiste de la santé, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La Grande Évasion, qui est un ouvrage, je trouve, absolument extraordinaire, donc, et qui est un spécialiste justement des questions de santé, et qui reconnaît l'incroyable progrès dans la lutte contre notamment les épidémies, la santé publique dans le passé, et qui à la fin de son ouvrage pose la question des risques. Et il alerte sur deux types de risques. Le type de la multiplication des zoonoses par la dégradation que nous avons sur l'environnement, et les risques qui sont liés à l'utilisation des produits antibiotiques dans les systèmes d'élevage, qui casse les questions je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on dit, d'utilisation après des antibiotiques pour la santé humaine. Et donc je trouve que cet ouvrage qui a été écrit il y a pas loin de 10 ans maintenant est assez prémonitoire aussi, et qui montre bien que, y compris dans la petite communauté des économistes, on essaye de s'alimenter de tous ces travaux, y compris sur le bilan. Geneviève, vous souhaitiez intervenir en plus. Ensuite, ce sera vous, parce que j'ai une question. Je sais qu'il y a des économistes qui disent que la santé n'est pas un bien économique, et je suis avec eux. Mais je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui réduisent la santé à un bien économique. Et là, je peux pas le défendre. Voilà, je crois que c'est... Alors, j'ai une question, mais je voudrais croire à cette prise de conscience. Je suis plutôt, je l'ai dit tout à l'heure, je vois toutes les alternatives qui se créent, y compris pendant cette pandémie, y compris sur le plan du soin. Ce qu'on peut appeler le care, il y a beaucoup d'économistes femmes d'ailleurs qui travaillent sur le care, plus seulement sur la production, mais sur la reproduction, justement, qui a été l'enfant pauvre de l'économie. Donc, je voudrais croire à tout cela, mais ce qu'on a vu quand même depuis 1 an, je partage entièrement ce que vous dites. J'ai pas vu beaucoup d'économistes s'élever contre ça. Les accords de libre-échange de l'Europe avec le monde entier continuent. Ont continué à être négociés dans le cadre de l'Union européenne, en particulier un accord avec l'Amérique latine, avec l'Amérique du Sud, l'accord Mercosur. Bon, malgré une opposition qui est forte de la société, disons des ONG, bon. Donc là, le politique, bien sûr, est interpellé, les économistes aussi, parce que je pense qu'il faudrait que les économistes disent que c'est un crime. Il y a des moments où il faut employer certains mots. Parce que là, ça veut dire, le Mercosur, c'est la porte ouverte à la déforestation massive, à l'élevage bovin, ovin, tout ce qu'on veut, intensif, bon, etc., etc. Accord de libre-échange avec la Chine, au moment où nous disions, oh là là, mais on a perdu beaucoup de nos capacités de production, on ne fait plus de médicaments, on ne sait plus les faire, on n'a plus la matière et tout, on continue à négocier des accords de libre-échange. Donc, je ne veux pas revenir au macro, parce que j'ai fait l'éloge aussi du micro, mais je crois quand même que ça existe. Et pour ce qui est des progrès dans la médecine, ce qu'on appelle progrès dans la santé, je suis effarée quand même de voir les études qui commencent à surgir sur nos fragilités en termes d'immunité, comment notre propre immunité a été déconstruite, etc., au nom du progrès. Au nom du progrès, les difficultés que nous avons eues au moment où était négociée la circulaire REACH au niveau de l'Union européenne, qui a permis, vraiment là, qui a été progressivement réduite sur la liste des produits qui allaient être interdits, qui a été extrêmement réduite et qui est criminelle. Moi, je ne sais pas comment on peut appeler aujourd'hui autrement les choses, parce qu'il y a des morts au bout, tout simplement.
des morts humains, pas qu'humains, mais il y a des morts au bout. Donc je pense que même ce qu'on a appelé, nous, dans notre médecine occidentale, cartésienne, etc., les progrès de la médecine, je ne remets pas en cause beaucoup de choses, la capacité de vacciner, etc., etc., bien entendu, je pense que ça aussi, ça mérite un peu analyse. Et cette sorte de... Et ça, c'est très présent dans la pensée économique, c'est-à-dire que le temps étant devenu rare maintenant, donc on va compenser par l'accélération. On accélère, c'est l'accélération qui répond à la rareté du temps, justement. Accélération dans absolument tous les domaines. Bon, je crois quand même qu'on se heurte à un mur. Enfin, je pense que le mur se rapproche quand même de plus en plus. Mais cette accélération, c'est aussi l'accélération par la technique. Et par rapport à la catastrophe sanitaire que nous vivons, je pense que la focalisation qu'il y a eu sur le vaccin, et je maintiens que le vaccin est nécessaire, etc., je ne discute pas cela, mais la focalisation qu'il y a eu sur un outil technique, au mépris de tout ce qui pouvait être de l'information sur la prévention, ce qu'on en savait, le soin aussi, c'est-à-dire des moyens équivalents qui soient mis dans le soin, qu'on mette des moyens pour les vaccins, c'est très bien, mais aussi le soin, mais aussi la prévention en même temps. En même temps, bon, on a parlé de la vitamine D, par exemple. Ça a été très, très confidentiel au départ. Maintenant, c'est un peu moins confidentiel. Apparemment, c'est un moyen de prévention. Mais qu'on ait vraiment là quelque chose au niveau de la santé qui soit dit, c'est par des canaux, Internet, etc., qu'on a des informations. Non, là, je pense qu'il faut vraiment, il y a une politique sanitaire de prévention. Or, ça, c'est pas ce qui domine aujourd'hui. Et ce que... Réduire la santé à la maîtrise d'outils, de technologies extrêmement puissantes, nous fait oublier qu'il y a peut-être des technologies beaucoup plus low-tech qui peuvent permettre aussi de se soigner. Je sens que ma voisine a beaucoup de choses à dire. Allez-y, et puis après... Non, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit Geneviève sur le soin. Parce que on sait pas, on a notamment interdit à beaucoup de médecins généralistes de soigner les gens. Enfin, c'était quand même une aberration totale. Enfin, moi, j'ai pas bien compris. Enfin bon, je voudrais revenir sur un mot que vous avez utilisé tous les deux, qui me paraît très important, c'est prévention. On a un débat très franco-français sur le principe de précaution, qui, à mon avis, est utilisé à toutes les sauces et jamais pour le bon sujet. Mais le vrai sujet aujourd'hui, moi je suis un défenseur du principe de précaution, mais tout n'est pas de la précaution. Quand il y a un incendie et qu'on envoie les pompiers, c'est pas de la précaution. Hein. Bon, on entend ça. Par mesure de précaution, on a envoyé les pompiers évacuer les gens. Ben non, c'est pas de la précaution, c'est de la prudence élémentaire. C'est bon. Le sujet de la prévention me paraît un mot qui va prendre beaucoup d'ampleur. D'abord, je le pense sur le plan juridique, parce que j'ai le sentiment que le Conseil d'État est en train d'en faire quelque chose d'important. Et je pense aussi que, vu l'impact qu'a eu la non-prévention et les coûts de la non-prévention, le sujet de la prévention va devenir un sujet essentiel. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti aujourd'hui, que je n'ai pas eu le temps de lire, hein, je dois avouer, mais enfin j'ai vu les gros titres, en disant que la prévention en France avait été notoirement insuffisante. Bon, mais c'est une évidence. Bon. Et on se rend compte que ce qu'on appelle dans le langage courant de Madame Michu le fait de faire le minimum hein, n'a pas été fait. À toute évidence. Donc le sujet de la prévention, je crois que c'est quelque chose vraiment de très important et dans tous les domaines. Et donc ça permet de positionner les sujets de manière différente pour remonter dans l'échelle des causes. Parce que bien sûr que ce qu'on est en train de vivre et qui malheureusement n'est probablement pas fini, va laisser des séquelles très importantes et de nature très diverse. Mais je pense surtout qu'on ne considérera plus, ou j'espère, que de faire des investissements de base qui sont de la prévention élémentaire, c'est inutile. Parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus cher de ne pas les faire.
Et donc, pardon Geneviève pour l'aspect utilitariste de ce que je suis en train de dire, mais je crois que ça, c'est des politiques qui ne sont plus tenables. C'est-à-dire qu'on va avoir à repositionner nos politiques publiques, y compris pour des gens qui sont des libéraux, tout simplement parce que ce n'est plus tenable de ne pas avoir des politiques de prévention extrêmement efficaces et bien organisées, notamment dans tout ce qui est le service public et bien sûr dans le sujet que vous évoquiez qui touche à la biodiversité et aux zoonoses. Et je dirais un mot aussi sur les accords internationaux. Moi, quand j'étais député européen, je me suis battue à l'époque, c'était contre le CETA. Bon, j'ai perdu. Je le regrette. Je pense que c'est des accords qui sont catastrophiques. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les accords internationaux sur l'énergie qui existent, je ne parle pas des accords de Paris, oui, permettraient à des sociétés pétrolières de s'opposer à des politiques climatiques en demandant réparation du préjudice que ça leur cause. Alors ça, c'est des choses qui ne sont même pas entendables. Donc il va bien falloir trouver quelque chose. Moi, j'ai une petite idée de ce qu'on pourrait faire. C'est encore du droit, mais je pense que les tiers qui ne sont pas signataires de toutes ces conventions pourraient bien aller demander à leur juge national ce qu'il en pense. Et je pense qu'il pourrait y avoir des choses très intéressantes qui pourraient ressortir de cela, et notamment de la non-constitutionnalité de dispositions qui figurent dans ces conventions. Et comme la Constitution supérieure aux conventions, à mon avis, on devrait pouvoir tenir le bon bout. Voilà, je pense qu'il y a des choses à réfléchir autour de ça, mais c'est inacceptable, totalement inacceptable. Vous vouliez me poser une question, madame? Oui, j'avais une question et ensuite je laisserai pleinement la parole à Philippe avec une petite remarque parmi les questions, parce qu'on ne pourra malheureusement pas poser toutes les questions. Faut-il organiser juridiquement des espaces de biodiversité qui seraient bien communs de l'humanité? En fait, c'est aussi à tout le monde. Je pense que oui. Hein. Alors, on commence à penser, il y a, vous savez, les réserves de biosphère et des choses comme ça. C'est toute la réflexion de l'application de la notion de bien commun dont on a besoin et qu'on a mis dans la Déclaration universelle des droits de l'humanité, parce que ça me paraît quelque chose d'extrêmement important, des sujets qui sont des biens communs. Le climat est une question de bien commun. L'accès à l'eau est une question de bien commun. Eh bien, c'est la même chose. D'avoir des réserves de biosphère où l'humain ne pénètre pas et qui est complètement abandonné aux vivants non humains me paraît quelque chose de tout à fait essentiel. Oui, donc moi je suis tout à fait favorable à ça. Bien, alors, et pour terminer, je vais vous poser même la dernière question, peut-être une remarque. Est-ce que la Covid-19 est un grand espoir pour l'humanité dans une dimension peut-être un peu pédagogique? Je pense que notre spectateur qui pose cette question, c'est-à-dire que, en fait, est-ce qu'on avance par la réalité? La réalité nous pousse. Est-ce qu'on avance comme ça, nous, les humains? Alors là, je serais tenté de faire une réponse de Normand. Oui, parce qu'on peut être optimiste et on peut souhaiter effectivement qu'on se rende compte que cette biodiversité qu'on a maltraitée a amené à l'émergence d'une maladie. Alors, quelquefois, moi, dans les occasions où il m'a été donné d'expliquer ce type de problématique, je me suis rendu compte peut-être que la réponse pourrait malheureusement être non. Parce que les réactions sont des réactions des fois de dissonance. Hein. J'ai une personne qui m'a dit « mais vous parlez d'augmentation du nombre d'épidémies, mais alors qu'en est-il de la grippe espagnole qui a tué des millions de personnes au début du siècle ?» La grippe espagnole, c'était également une maladie zoonotique qui a émergé au début du siècle. Alors il s'est avéré que, combiné à la Grande Guerre, avec un système médical hospitalier impacté, évidemment moins puissant que le nôtre à cette époque, on était dans une situation où malheureusement cette maladie émergente a eu une importance colossale. Bon, je ne pense pas qu'il faille juger le nombre de pics d'émergence à leur impact respectif, hein, parce que est-ce qu'il faut attendre le prochain qui aura l'importance de la grippe espagnole pour pouvoir se dire que c'est un problème à considérer? Donc je pense que oui et non. Oui, c'est une occasion unique. C'est une occasion malgré tout qui dépend encore de notre appréhension du vivant et de l'environnement, de ce que c'est réellement. Et effectivement, Madame Lepage, vous venez d'évoquer la mise en réserve. Je pense que c'est un sujet extrêmement important. Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est un des objectifs d'Aichi qui est loin d'être atteint par les États, qui se livrent souvent à des gesticulations statistiques un petit peu manipulatrices pour faire croire que la mise en réserve, le pourcentage de mise en réserve est déjà suffisant. Je pense qu'il est important qu'on mette en réserve. Alors, il ne faut pas que ce soit la vision romantique, idéalisée, occidentale de la réserve, dans lesquelles, par exemple, les peuples autochtones n'ont pas de place ou n'ont aucun droit. L'humain est quand même partie du vivant, mais pas sous une forme industrielle depuis bien avant le développement industriel, bien avant de l'Anthropocène, quel que soit l'endroit où on le place. Mais à contrario, il faut aussi que ces mises en réserve vraiment constituent des territoires suffisamment vastes, suffisamment complémentaires les uns des autres pour contribuer d'une part à la survie de la biodiversité et de l'environnement, puis d'autre part à notre propre survie et bien-être également, dans la mesure où, encore une fois, on a atteint certaines limites planétaires. Une mise en réserve, son objet, c'est aussi d'avoir un état de la planète, au moins sur une certaine partie, qui soit encore acceptable. Pour autant, ça ne doit pas être une autorisation pour la société industrielle de détruire au-delà. Si on réserve en deçà, qu'on ne détruise pas au-delà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit encourager l'agriculture et l'élevage industriel sur nos territoires, en cassant finalement notre rapport à l'environnement, en épandant des produits toxiques, en produisant des produits agricoles ou d'élevage qui n'ont aucune utilité pour la société et qui font le désespoir des agriculteurs eux-mêmes. Donc je pense que c'est important d'avoir une vision qui soit assez intégrative. C'est toute la difficulté de ce type de questions, c'est que ce sont des questions complexes dans lesquelles il n'y a pas de solution simple. Peut-être un peu moins simple que les schémas qu'on a bien voulu présenter sur les gaz à effet de serre. Voilà. Ce n'est pas une critique à l'égard des climatologues ou des personnes qui ont travaillé dans ce domaine, mais il faut se rendre compte que notre rapport au vivant, forcément, se placera dans une réflexion de la complexité. J'entends quelque part que, je dis ça aux organisateurs, une cinquième table ronde nous aurait aidé parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire et j'ai encore beaucoup de questions, mais peut-être qu'on reportera ça un petit peu à plus tard. Et je voudrais terminer en vous lisant un petit message de la part du président de la Commission développement durable, Gilbert Hafner, dans la mesure où il est indisponible. Donc il m'a envoyé un petit mot que j'ai grand plaisir à vous lire, ce petit mot. Donc voilà, qui clôt ce colloque. Permettez-moi d'adresser ma première pensée et mes premiers remerciements à mes amis de la Commission nationale développement durable qui, je peux en témoigner, ont travaillé sans relâche tant sur la partie contenu que sur la communication. Des mois d'incertitude liés à la situation sanitaire marquent les esprits, mais aussi décuplent le dynamisme des organisateurs. J'associe immédiatement le Muséum national d'histoire naturelle et singulièrement Guillaume Lecointre, avec lequel nous avons précisé au fil de l'eau les meilleures thématiques, le choix des intervenants et récemment un format nouveau de diffusion à distance. Et bien sûr, je ne saurais oublier les 17 intervenants, s'il y en a 4, qui, dès l'abord, ont accepté de se joindre à nous dans cette aventure télématique inédite. Souligner la grande qualité des échanges en table ronde ne suffit pas à rendre compte de ce qui s'est passé pendant ces 2 journées. La disponibilité de chacune, de chacun, a ajouté une note de convivialité et a permis de surmonter toutes les difficultés, y compris techniques. Que serait le colloque sans participants? Leur nombre n'a cessé d'augmenter. Les questions posées n'ont malheureusement pas pu être prises en compte dans leur totalité. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris sur leur temps pour regarder les 4 tables rondes. D'ici quelques jours, l'ensemble des débats sera mis à disposition sur la chaîne YouTube de Grand Orient de France. Celles et ceux qui n'y ont pas assisté en direct pourront se connecter et profiter des interventions et des échanges. Mon seul regret est que nous n'avons vu personne. C'est l'un des points faibles des visioconférences. Je conclurai cet événement en rappelant qu'il s'inscrit dans une démarche engagée depuis plus de 2 ans qui s'appuie avant tout sur le futur du vivant. Car c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, que l'on parle de biodiversité ou de climat. La pandémie a bousculé tous les schémas politiques, économiques, sanitaires et sociaux, avec en toile de fond
ce qui fut trop négligé depuis au moins 50 ans, l'écologie. Autrement dit, préciser et soigner les interactions entre les êtres vivants, entre eux et avec leur milieu. Nous sommes tous ébranlés par les risques et les effets sur notre santé, celle des humains, mais elle se dégradera irrémédiablement si nous n'acceptons pas de nous considérer comme des êtres vivants parmi des millions, du microscopique au macroscopique. Le pas a été franchi, une fois de plus, au cours de ce colloque, où le concept de One Health, One World, a irrigué les débats de toutes les tables rondes. Je forme le vœu que des énergies se regroupent, que les alertes des scientifiques soient enfin prises au sérieux et que nous soyons capables, sinon d'inverser les tendances mortifères, au moins de sauver ce qui peut l'être encore et de protéger efficacement ce monde global, le seul qui vaut et qui intègre toute la vie et la planète dans laquelle nous évoluons. Puisse ce colloque, co-organisé par le Grand Orient de France et le Muséum national d'histoire naturelle, servir de nouvelle alerte à destination des décideurs politiques et économiques. Nous nous emploierons à en diffuser largement les contenus et les moments forts. À très bientôt, Gilbert Hafner. Merci à tous et à tous. Merci aux participants de la table ronde et merci aux organisateurs. À bientôt.